tous et bienvenue aujourd'hui dans ce deuxième numéro de J'avance. Nous sommes sur GFM la radio et je vais vous présenter le concept de J'avance. Alors J'avance, c'est une émission où on vous parle des difficultés de la vie, mais aussi de la manière de les surmonter. Alors je co-anime cette émission avec Tess, mon magnifique chat, et donc moi je suis hypnothérapeute, je travaille à Issy-les-Moulineaux, mais aussi dans toute la France en téléconsultation. J'ai avec moi des personnes qui vont livrer des témoignages. Donc j'ai Aïcha et Sophie Morgane. Donc aujourd'hui nous allons parler de la crise d'angoisse. Donc elles vont nous raconter comment sont apparues leurs crises d'angoisse, quels seront les symptômes et les solutions qu'elles ont trouvées au cours de leur parcours de vie. Et puis, pour apporter des solutions, des techniques pour avancer, j'ai avec moi également des thérapeutes. Donc j'ai Florence Sepo-Ebing, qui est sophrologue. Elle exerce à Issy-les-Moulineaux. Donc elle sera là pour nous parler de la sophrologie et de ses apports par rapport à la crise d'angoisse. Et j'ai également Vincent Dantin, qui se trouve actuellement en Martinique, mais habituellement il exerce à Issy-les-Moulineaux. Et elle sera là pour nous parler de la Gestalt thérapie et de ses bienfaits par rapport à la crise d'angoisse. Alors la crise d'angoisse, qu'est-ce que c'est ? Alors en quelques mots, c'est un moment d'extrême détresse où la personne va ressentir de l'angoisse, de la peur, de la sidération parfois. Et les symptômes vont varier un petit peu selon les gens. C'est en tout cas un moment de détresse intense où certains parfois parlent même d'envie de mourir. Donc pour faire une petite introduction, je vous propose de regarder un micro-trottoir que j'ai réalisé sur la crise d'angoisse. Les premières crises d'angoisse ont commencé à la naissance de ma fille, à la maternité, liées à un baby blues et puis après un retour à la maison compliqué. Puis après il y a eu une deuxième vague liée à un déménagement et puis une troisième vague un peu plus récemment. Je ne me souviens pas de comment ont commencé mes crises d'angoisse. J'ai l'impression que j'en ai toujours eu. J'étais toujours depuis toute petite très angoissée quand il y avait des événements qui n'étaient pas prévus, des lieux que je ne connaissais pas, des personnes qui m'entouraient que je ne connaissais pas, quand il y avait trop de monde, trop de bruit, trop de stimuli visuels. Ça m'angoissait terriblement, je ne savais même pas que c'était de l'angoisse. J'avais juste envie de me rouler en boule sous un bureau, sous une table et qu'on me laisse tranquille. Alors moi, les crises d'angoisse, ça a commencé suite à un accident de voiture. Mais également aussi après le décès de mon grand-père il n'y a pas très longtemps. Mes crises d'angoisse ont commencé il y a 5 ans. Je suis assez anxieuse de nature depuis toute petite. Mais il y a 5 ans, suite à la reprise du travail, après la naissance de ma fille, j'ai eu beaucoup de stress à gérer mon travail et la reprise, et également les petites nuits. Et c'est arrivé au travail avec une crise d'angoisse très importante. Vraiment une sensation d'oppression, hein. C'est le sentiment majoritaire. La difficulté à respirer, besoin d'aller à la fenêtre pour respirer. Et puis aussi ce qui est lié à un sentiment de rien ressentir d'autre que de l'angoisse. Pas de joie, pas de tristesse non plus. Je pleure pas, je ne suis qu'une boule d'angoisse. J'ai une boule au ventre, j'ai une sensation de poids sur la poitrine. Et j'ai besoin de sortir, de respirer et de faire des choses pour penser à autre chose. Pour moi, la crise d'angoisse, ça commence par une peur panique et totalement irraisonnée. Et ça, je ne m'en aperçois qu'après. De quelque chose ou de quelqu'un. L'envie d'être roulé en boule sous une table ou sous un lit ou dans quelque chose de fermé. Des pleurs aussi, beaucoup de pleurs. Et parfois des explosions de colère. Quand on me force par exemple à rester, quand on me forçait à rester dans un environnement bruyant, ou avec des personnes que je ne connaissais pas, ou quand on ne m'avait pas expliqué le déroulement de la journée. Quand je suis dans une voiture, c'est pas moi qui conduis, j'ai peur qu'on nous percute en fait. Dès que j'étais passager, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse vraiment assez fortes, à tel point que je me crispais à la poignée de la porte.
J'avais vraiment des problèmes avec la tachycardie, des choses comme ça, le souffle court, vraiment me sentir vraiment mal à l'aise, parfois même en avoir envie de vomir tellement j'avais peur, mal au ventre, envie d'aller aux toilettes, voilà, des choses comme ça vraiment très horribles, très dérangeantes, très handicapantes. Mes crises d'angoisse commencent généralement par une grosse montée de stress, quelque chose, des palpitations, les mains moites. Et quand j'ai une grosse montée d'angoisse, ça peut aller jusqu'à des tremblements, un contrôle de moi-même que je n'ai plus. Également des pincements dans la poitrine, des vertiges et des nausées. C'était vraiment horrible. Et donc un jour, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin qui m'a prescrit de l'homéopathie en fait, à base de passiflore. Donc du coup, qui m'a permis aussi d'aller un peu mieux, donc de prévenir les crises d'angoisse quand je suis en voiture. Je fais également de la respiration, de la méditation pour justement guérir entre guillemets de tout ça. Donc ouais, la méditation c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Quand j'ai une montée d'angoisse qui arrive, souvent je le ressens par un resserrement dans la poitrine, un essoufflement. Également, j'ai des bouffées de chaleur. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de me poser, de respirer un bon coup, de me dire que c'est pas grave. Et puis après, sinon je fais beaucoup d'exercices de respiration, notamment récemment, suite à une phobie, j'ai eu recours à l'hypnose. Et si cela fonctionne vraiment pas, j'ai recours à des médicaments, des anxiolytiques. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est tâcher de comprendre pourquoi j'avais ces crises d'angoisse, quel était l'antécédent qui motivait ce comportement-là. Et je me suis aperçue que j'étais hyperacousique, donc le bruit me gêne. Et je n'aime pas les imprévus. Je me suis donc mise à travailler là-dessus. Alors pour l'hyperacousie, malheureusement, on ne peut rien faire d'autre que mettre des bouchons d'oreilles et éviter les ambiances trop sonores. Et pour ce qui est de l'imprévu, je travaille énormément avec une psychologue qui est spécialisée. Et je fais des activités comme par exemple la danse où il y a beaucoup de monde et où l'objectif c'est justement de rencontrer du monde dans un cadre qui est très défini, c'est danser. Alors très rapidement, moi j'ai consulté, hein, j'ai fait un suivi psy classique, hypnothérapie, mais c'est ce qui m'a permis d'avancer aussi, d'essayer de trouver des solutions et de comprendre les causes. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui ont participé à ce micro-trottoir. Et donc on a cette petite introduction sur la crise d'angoisse. Et je voudrais également présenter les disciplines que nous accueillons aujourd'hui. Donc Florence, vous êtes là pour représenter la sophrologie. Est-ce que vous pourriez nous définir en quelques mots ce qu'est la sophrologie ? Alors la sophrologie, en fait, c'est une méthode qui allie plusieurs pratiques, donc notamment des exercices de respiration, des exercices qu'on appelle de relaxation dynamique, donc ce sont des exercices de tension musculaire, et également de visualisation positive. Et le but de cette discipline, c'est surtout d'essayer de mobiliser les ressources que vous avez en vous et vos capacités pour être apte à faire face aux difficultés que vous pouvez rencontrer dans la vie quotidienne. Très bien, merci. Ensuite, Vincent, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est la Gestalt thérapie, s'il vous plaît ? Donc la Gestalt, c'est un courant de psychothérapie qui appartient au courant des thérapies humanistes où on va amener la personne à conscience de son état corporel et émotionnel afin de pouvoir dépasser des situations. D'accord, très bien. Et donc moi j'interviens donc en tant qu'hypnothérapeute. Donc en fait en hypnose, nous on cherche à amener la personne à un état de conscience modifié. Et dans cet état, en fait, on peut régler certains traumas, donc soigner un trauma, corriger une peur, et également favoriser l'adoption de bons comportements. Donc ça peut être tout à fait propice pour aider à la crise d'angoisse.
Alors, sans transition, je vais m'adresser à Sophie Morgan. Donc, bonjour Sophie. Bonjour Chloé, merci beaucoup de m'avoir invitée. Eh ben, avec grand plaisir. Donc, Sophie, on va parler un petit peu de votre parcours, de comment vous avez vécu les crises, comment c'est arrivé, et aussi quel a été votre parcours pour vous en sortir. Voilà. Alors, ma première question, elle est simple, c'est comment sont apparues les premières crises ? Alors pour moi, les premières crises sont apparues dans l'adolescence. Il faut savoir qu'entre mes 3 ans et mes 23 ans, j'ai subi des violences sexuelles de la part de 6 hommes différents. C'est suite à cela que les crises d'angoisse se sont déclenchées. Et puis ensuite, au mois de janvier 2021, j'ai subi un nouveau viol, cette fois-ci de la part d'un thérapeute. Et à ce moment-là, les crises d'angoisse se sont multipliées de manière exponentielle. Je suis arrivée à 5-6 crises d'angoisse par jour et à ne plus pouvoir mener mon quotidien normalement. Okay. Et alors, quels sont les symptômes physiques de vos crises ? Alors physiquement, ça se manifeste par de la paralysie. Je me sens complètement bloquée dans mon corps, figée. Tout est noué à l'intérieur. J'ai l'impression que je vais vomir et que je vais m'effondrer sur place. Et alors, mentalement et émotionnellement, comment vous vivez ces crises ? Alors, mentalement, j'ai beaucoup de flashbacks, d'images traumatiques qui remontent, de pensées intrusives dont je n'arrive pas à me défaire. Ensuite, un sentiment d'angoisse très fort, une peur immense et surtout l'impression imminente que je vais mourir. Une sensation de mort imminente, vraiment. Oui, on en parlait tout à l'heure, effectivement. Et alors, qu'est-ce qui peut déclencher chez vous une crise ? Alors, il faut savoir que des choses totalement anodines peuvent déclencher des crises d'angoisse. Dans mon cas, par exemple, ça va être des mots, tout simplement. Par exemple, le mot massage va déclencher une crise d'angoisse. Ça peut être des situations, ça peut être des lieux avec beaucoup trop de monde, comme le métro, par exemple. Si une personne ressemble à l'un de mes agresseurs, ça peut aussi se déclencher comme ça. Donc c'est vraiment des gestes anodins que la plupart des personnes ne vont même pas remarquer, mais qui chez moi va déclencher une crise d'angoisse. Ok, donc c'est vrai qu'au quotidien, potentiellement, il peut y avoir des stimulus un peu partout, quoi. C'est ça. Ouais, oui. Ensuite, est-ce que vous avez trouvé un peu des techniques pour arrêter ces crises ? Alors quand je suis en plein dans une crise, généralement la première chose que je vais faire pour arrêter de me figer et sortir un peu de cet état de paralysie, c'est appeler un proche. Généralement j'arrive uniquement à utiliser mes mains, donc je prends mon téléphone et j'appelle un proche ou un de mes thérapeutes s'il est disponible sur le moment pour me retrouver confrontée avec quelqu'un et pas être juste seule dans ma tête avec cette angoisse qui monte. Et puis ensuite il va y avoir la méditation, la cohérence cardiaque, tout ce qui va être sophrologie aussi, les exercices que j'ai pu apprendre pour me relaxer par la respiration. D'accord. Donc justement, là, vous commencez à parler un petit peu du parcours de soins. Est-ce que vous pourriez nous retracer le parcours que vous avez traversé jusqu'ici ? Alors, de mes 10 ans à aujourd'hui, je pense avoir vu énormément de psychologues, psychiatres et thérapeutes. À l'heure d'aujourd'hui, ce qui m'aide énormément, c'est une psychothérapeute qui utilise la parole, mais aussi des rituels, et qui m'aide en fait à donner du sens sur ce que j'ai vécu. Elle dit souvent qu'elle transforme la boue en or, et c'est un peu ce que je ressens avec elle dans ce travail, c'est comment sublimer nos blessures pour en guérir. Je suis également suivie par une psychiatre, parce que depuis le mois de janvier, j'ai besoin d'un traitement médicamenteux, avec des anxiolytiques et des antidépresseurs. Je fais également beaucoup de méditation avec elle. Et enfin, je travaille en EMDR sur les souvenirs traumatiques et les associations de ces événements. D'accord, bon, merci. Et est-ce que dans votre entourage, vous connaissez d'autres personnes qui font des crises d'angoisse également ? Alors oui, je connais beaucoup de personnes qui font des crises d'angoisse, puisque je fais partie d'une association qui s'appelle Les Résilientes et qui vient en aide aux victimes de violences sexuelles. Et du coup, je me suis fait beaucoup d'amis dans cette association et aussi malheureusement beaucoup de personnes qui ont vécu la même chose que moi et qui vivent aujourd'hui encore la même chose que moi, donc avec beaucoup de crises d'angoisse et on se soutient mutuellement dans ces moments-là. Ok. Oui, c'est vrai que c'est toujours intéressant de ne pas se sentir isolé. Tout à fait. Et pourquoi aujourd'hui vous avez souhaité témoigner ? Alors pour moi, c'est important de témoigner
pour que les personnes qui ont des crises d'angoisse comme moi, mais surtout pour les personnes victimes de violences sexuelles, pour leur dire qu'elles ne sont pas seules, que des thérapies existent, que des solutions existent et qu'elles sont légitimes pour demander de l'aide. Et ce que j'ai découvert dans mon parcours, c'est que lorsqu'une personne, une femme ou un homme, les violences sexuelles arrivent aussi aux hommes, libère sa parole, ça libère d'autres personnes également. Donc si aujourd'hui, en témoignant, je peux aider ne serait-ce qu'une personne, alors j'aurais fait le travail et je serais très contente d'avoir pu participer à cette émission. Mais je suis sûre qu'aujourd'hui, ça va aider quelqu'un. Et puis d'ailleurs, c'est un retour que j'ai eu tout au long de la préparation. C'est une émission qui était attendue par mes patients, par toutes les personnes à qui j'en ai parlé, parce que finalement, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul. Et d'ailleurs, j'en reparlerai en fin d'émission, mais je vais certainement organiser un événement en Ile-de-France pour rassembler les personnes qui font des crises d'angoisse. Donc peut-être que Florence, tu pourras inviter tes patients, et Vincent également, parce que Vincent est en Martinique actuellement, mais il travaille à Issy-les-Moulineaux et Paris. Donc ça pourrait être aussi l'occasion d'organiser une rencontre. Enfin, je trouvais que c'était important, et c'était aussi pour ça qu'on l'a choisi comme deuxième sujet de J'avance. Et alors ces expériences traumatiques, elles vous ont conduit à avoir aussi des projets. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, à l'heure d'aujourd'hui, je participe et j'organise également des cercles de femmes, donc c'est-à-dire des espaces où on peut se retrouver entre femmes pour partager notre expérience, se déposer et pouvoir dire sa vérité dans un espace bienveillant et sécurisant. Dans les semaines à venir, j'espère organiser des événements de danse-thérapie où je mêlerai le zouk brésilien et la danse-thérapie pour aider les femmes à se reconnecter à leur corps. Et puis enfin, je fais des études pour devenir praticienne en médecine chinoise et également doula, donc accompagnante en périnatalité, pour accompagner les femmes à se reconnecter à leur corps, à pacifier leur rapport avec celui-ci, et puis surtout à se reconnecter à leur puissance de femme qui est déjà là au fond d'elles, mais qu'elles ont parfois dû oublier malheureusement par les événements. Ok, donc c'est vraiment plein de jolies manières de transcender le trauma et justement d'en faire quelque chose de beau. Merci donc, beaucoup. Bravo pour votre courage et pour cette belle énergie que vous apportez. Merci Chloé. Alors je vais maintenant un peu me tourner vers les thérapeutes en réaction au témoignage de Sophie. Elle a un petit peu parlé de ce travail en groupe. Florence, est-ce que vous avez déjà animé des thérapies de groupe en sophrologie, et notamment autour de la crise d'angoisse? Alors, pas spécifiquement autour de la crise d'angoisse, mais c'était plutôt des accompagnements dans le cadre de l'entreprise. Alors après, du coup, quand c'est en groupe, on part plutôt sur des thématiques globales, donc qui sont par exemple la gestion du stress, qui est malheureusement extrêmement présente dans le cadre du travail. Donc ça, c'est des choses qui reviennent assez régulièrement. Et effectivement, j'ai déjà été amenée à me retrouver face à des personnes effectivement au sein d'un groupe qui avaient ce type de crise d'angoisse plus ou moins forte, ouais, effectivement. Mmh. Oui, c'est vrai qu'on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, mais c'est vrai que le travail peut être également une des causes de la crise d'angoisse. Donc c'est vrai que intervenir en entreprise, c'est également important. Oui, c'est nécessaire même. Oui, et peut-être même en prévention du coup. Là. Ouais, si possible en prévention, parce que si on intervient et qu'il y a déjà des soucis, c'est peut-être même déjà trop tard. Mais effectivement, pouvoir intervenir avant, en prévention, comme vous disiez, ça peut permettre peut-être à certaines personnes de ne pas tomber dans un burn-out. Oui, et d'ailleurs j'en profite pour vous encourager, vous qui écoutez J'avance, à prendre soin au quotidien de vos émotions. Il ne faut pas attendre de se trouver dans une situation de crise pour réagir. On entretient sa maison, faut aussi entretenir un petit peu ses émotions. On a des tristesses, des joies, des colères, c'est tout à fait normal, mais en fait plus on s'habitue à les traiter dans le quotidien, eh bien moins on souffre. Et ça, c'est une petite clé aussi pour avancer. C'est ça, c'est écouter ses émotions au quotidien, oui, tout à fait. Oui. Et les accepter. Oui. Voilà, les accepter plutôt que de refouler. Oui. Vincent, vous avez quelque chose à dire en réaction à ces propos ?
Alors, on vous entend pas, Vincent, en fait. Il y a un problème de micro. Bon. Alors, on vous laisse peut-être régler le problème de micro. Et puis, si vous pouvez intervenir un petit peu après, vous êtes le bienvenu. Hein, c'est les aléas du direct. Et puis, c'est vrai qu'il se trouve quand même à la Martinique. Ce qu'on peut faire sinon, c'est envoyer une page de publicité, justement, le temps de régler ces problèmes-là. Donc on vous retrouve toujours sur GFM, la radio TV, pour parler de la crise d'angoisse dans J'avance. À tout de suite. On vous offre un peu de magie et de féerie dans votre journée et on retourne en enfance avec votre émission Disney Forever. Replongez-vous dans les Disney d'antan et écoutez les nouvelles créations tout en découvrant les anecdotes qui se cachent derrière vos héros préférés. Et ça, c'est sur GFM la radio tous les jeudis de 19h10 à 20h. Eventime, c'est l'émission consacrée aux événements de votre région et alentour. Venez découvrir tous les jeudis de 20h à 21h30 l'événement que nous mettons en avant. Les invités nous présenteront leur événement, l'occasion de savoir ce qu'il se passe près de chez vous. Eventime, une émission qui vous ressemble et qui est faite rien que pour vous. Alors rendez-vous tous les jeudis de 20h à 21h30 sur www.gfmlaradio.com. Vous êtes une entreprise et vous souhaitez communiquer sur GFM la radio ? Passez dès à présent votre publicité sur votre radio préférée. Nous sommes à l'écoute de vos envies et de vos besoins et vous proposons un service sur mesure. Contactez-nous dès maintenant sur notre site internet gfmlaradio.com. Vous avez raté les émissions de la semaine et vous le regrettez, nous vous comprenons bien. Mais pas de panique, la session de rattrapage arrive tous les dimanches de 8h à 20h. Connectez-vous sur gfmlaradio.com pour retrouver toutes les émissions de la semaine. C'est tous les dimanches de 8h à 20h. Vous êtes une entreprise, un particulier et vous souhaitez organiser un événement qui marquera les esprits ? L'agence Liane Concept est là pour répondre à vos attentes et concevoir l'événement de vos rêves. Contactez-nous dès maintenant au 06 66 94 06 08 ou sur notre site www.lianconcept.com. LYANconcept.com. Hey, votre radio GFM la radio, disponible sur tous les stores. Connectez-vous, tapez GFM la radio et profitez bien de votre écoute. Faites grandir la communauté, on compte sur vous. Hello, c'est Claire. Retrouvez-moi dans l'émission live Dancing Show, le premier et dernier dimanche de chaque mois de 16h à 18h sur GFM la radio, en compagnie de danseurs et de chanteurs qui vous feront vibrer. Vous aimez les jeux vidéo, les séries, le cinéma et l'actu de la geekosphère vous intéressent? Alors posez vos manettes car Geek Attitude est là. Tous les samedis de 15h30 à 17h30 sur GFM la radio, nous discuterons de notre pop culture adorée. Et n'oubliez pas, jouez plus, geekez plus. Coucou Olivia, qu'est-ce que tu fais le mardi ? Mais écoute Yannick, il me semble qu'on est tous les deux sur So Music. Et oui, mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission ? Tellement de choses, des rires, des délires, mais aussi beaucoup de musique. On parle de culture afro-caribéenne. Et ça, c'est tous les mardis sur GFM la radio. Et à quelle heure déjà ? De 19h05 à 21h30. Alors n'oubliez pas, soyez présents tous les mardis de 19h05 à 21h30 sur GFM la radio. Bienvenue à tous dans J'avance, nous sommes sur GFM, la radio TV et nous parlons aujourd'hui de la crise d'angoisse. Donc le concept de l'émission J'avance, c'est de parler des difficultés que l'on peut rencontrer dans sa vie et également des solutions que l'on peut trouver pour mieux les surmonter. Donc je suis entourée d'Aïcha et de Sophie Morgan qui sont là pour témoigner, partager leurs expériences autour de la crise d'angoisse, mais également de Florence qui est sophrologue et de Vincent qui est en ligne depuis la Martinique et qui est gestalt thérapeute. Et quelque part dans le studio se trouve Tess qui est ronron thérapeute et mon magnifique chat. Donc on la verra certainement revenir à l'écran tout à l'heure. Donc on va renchaîner sur la conversation qu'on avait précédemment. En fait, on était en train de parler de la nécessité de traiter régulièrement ses émotions.
On disait c'est un petit peu comme on met un peu d'ordre chez soi. En fait, si on apprend à accepter ses émotions et à les traiter un petit peu au quotidien, on souffre moins. Et donc on attendait la réaction de Vincent par rapport à cette petite remarque. Oui, effectivement, nos émotions nous permettent de prendre conscience de ce qui nous agit intérieurement et de prendre conscience de ce qui nous agit en termes de joie, de tristesse. Ça permet petit à petit de voir comment les réguler. Et c'est important de ne pas les bloquer, de ne pas les réprimer, de ne pas les refouler, pour voir vraiment comment on peut s'adapter avec son émotionnel intérieur et de s'adapter avec l'environnement qui nous entoure. Oui, c'est vrai. Et puis travailler sur soi, c'est aussi l'occasion d'apprendre à se connaître, comprendre comment on fonctionne, nos limites, nos besoins. Et plus on se connaît, plus on est à même de faire aussi les bons choix dans la vie. Et ça, c'est vrai que c'est important. On a parlé de violences sexuelles. Quelles sont les possibilités thérapeutiques en sophrologie par rapport aux violences sexuelles ? Alors, on peut travailler, et bien évidemment, la respiration, ça c'est évident. On peut travailler sur des exercices de relaxation dynamique, c'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'essayer de se réapproprier son corps. Le corps qui a été meurtri lors des traumatismes, c'est vraiment effectuer des exercices axés autour du corps, essayer de se le réapproprier, de reprendre confiance, de se remettre dans un cadre de sécurité, et puis également se ramener à l'instant présent, en fait, pour éviter justement d'avoir en permanence dans la tête les idées qui ressassent et les scènes qui se refont constamment dans la tête, et vraiment ramener à l'ici et maintenant. Oui, ce qui est important, parce que c'est vrai que c'est un point dans le temps, le moment du trauma, mais après, il y a la répétition intérieure. Exactement. Et ça, c'est vrai que ça rajoute à la souffrance, effectivement. Et à chaque fois, du coup, que on ressasse la pensée, on a l'impression de revivre à chaque fois le traumatisme à nouveau, et vraiment essayer de on ne peut pas effacer cet événement passé, mais vraiment essayer de focaliser sur le moment présent. Voilà. Et alors Vincent, du coup, en Gestalt, comment on peut travailler par rapport aux violences sexuelles ? Oui, effectivement, de prendre conscience, de travailler sur l'ici et maintenant, ça permet de prendre conscience et de dire à son cerveau que l'événement traumatique est passé. Et on va vraiment amener la personne à prendre conscience de ses sensations corporelles, de ses sensations émotionnelles, de les accepter, de les accueillir, et après, petit à petit, de voir comment les réguler. Oui. Alors en hypnose, on peut également travailler sur les agressions sexuelles. Donc il y a plusieurs choses. En fait, en hypnose, on peut revenir dans le moment où c'est arrivé, dans le souvenir du moment. Et en fait, alors c'est un petit peu comme en kiné, on appuie un peu où ça fait mal, mais pour aller mieux, l'idée c'est de corriger la fin. Alors on ne va pas effacer la mémoire du patient, c'est pas l'idée, mais en fait les deux versions vont exister dans le cerveau, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit sous hypnose et ce qu'il vit en réalité. Et en fait, le fait d'avoir une version positive, ça va venir compenser la version négative. Et puis après, effectivement, il faut casser toutes les associations, donc notamment tous les stimuli. Ça peut être tout simplement se projeter dans une situation où on va avoir un rapport sexuel consenti, mais justement rassurer la personne. Donc c'est à la fois désactiver des pensées et également, par induction, induire des sensations positives dans le corps. Donc ça, c'est vrai que ça aide aussi à dépasser l'expérience. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai que c'est des moments qui vont abîmer notre confiance en nous. Donc on peut faire un renforcement de la confiance en soi. Et ça aide à avancer aussi. Voilà. Alors, on va enchaîner. Alors là, maintenant, je vais m'adresser un petit peu à Florence pour partager son expérience de sophrologue avec vous autour de la crise d'angoisse. Première question. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir sophrologue ? Alors, j'ai travaillé 15 ans dans le domaine de l'entreprise. Et sur les 3 sociétés que j'ai fait, il y a 2 sociétés qui ont
lancer des plans sociaux. Donc j'ai été témoin un peu de ce que pouvait être la souffrance dans ce cadre-là. J'y ai été très très sensible. Moi j'ai connu la sophrologie, je l'ai découverte dans le cadre d'une préparation à un accouchement. Donc ça m'avait fait beaucoup de bien parce que j'étais quelqu'un de très angoissé de nature. Et j'avoue, j'avais laissé un petit peu de côté la sophro et quand je suis arrivée à un moment donné dans ma vie professionnelle où effectivement ce deuxième plan social se profilait et où je sentais que moi-même, je sentais que j'étais un petit peu en difficulté, j'ai renoué avec la sophro pour moi-même. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai laissé ça de côté, quoi. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a vraiment aidé à traverser ça de manière beaucoup plus sereine. Et je sentais que j'étais aussi sur une fin de cycle où voilà, je m'ennuyais un petit peu, j'avais un peu fait le tour, j'avais envie de voir d'autres choses, de réorienter un petit peu ma carrière professionnelle. Et je me suis dit, pourquoi pas la réorienter sur le bien-être. Et en particulier, du coup, le bien-être dans le cadre de l'entreprise. Et c'est comme ça que j'ai entamé ma formation de sophrologue. Oui, mais c'est vrai qu'en fait, souvent, nous, les thérapeutes, on a une expérience comme ça personnelle qui est un petit peu transcendante. Et c'est apparemment ce qui est en train de vivre Sophie aussi. Oui. Donc, plein de réussite pour la suite. Mais c'est vrai que d'avoir vécu en tant que patient, on a cet émerveillement sur la discipline et là on se dit mais oui, mais c'est tellement merveilleux, je vais avoir envie de partager cet outil en fait. C'est ça, on a envie de transmettre du coup à d'autres personnes et que d'autres personnes puissent aussi faire leur cheminement et avancer et se sentir mieux dans le quotidien. Oui, puis j'imagine ça a été un grand changement d'univers du coup pour vous. Un très grand changement, oui, effectivement, mais j'en suis ravie. Oui. Ok, félicitations pour ce changement et voilà, pour tous les bienfaits que ça va apporter à beaucoup de monde en fait. Et du coup, mais je prends un réel plaisir du coup à retourner en entreprise, plus dans les mêmes circonstances, mais à vraiment essayer d'accompagner au mieux les salariés parce que je sais à quel point la vie professionnelle peut broyer, malheureusement. Oui, on aura l'occasion d'en parler avec le témoignage d'Aïcha notamment, mais c'est vrai que la société est parfois très dure, tout va très vite, c'est pas toujours très humain, donc voilà. Alors, sinon, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire en fait comment vous travaillez sur la crise d'angoisse ? Alors la crise d'angoisse, quand ça monte, du coup, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure par rapport à la respiration, où vous avez l'impression que vous allez mourir, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un afflux d'oxygène. Donc on est en hyperventilation. Et souvent, quand on est en crise d'angoisse, on a le réflexe de vouloir ouvrir une fenêtre parce qu'on a l'impression qu'on a besoin d'air, qu'on va étouffer. Et ce qui peut arriver, c'est que quand on ouvre une fenêtre, du coup, on prend encore plus d'oxygène, mais quand on est déjà saturé d'oxygène, ce qui peut arriver, c'est qu'on tombe en fait. Et qu'on fasse un malaise. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, ouvrir une fenêtre n'est pas forcément la solution. Mais la première idée, c'est vraiment d'essayer de calmer la respiration. Et du coup, par des exercices justement apaisants. Et les exercices apaisants qu'on utilise en sophrologie par rapport à la respiration, c'est d'essayer d'allonger le plus possible l'expiration. Donc, vous parliez tout à l'heure de cohérence cardiaque. Donc ça se rejoint en partie. Et effectivement, c'est déjà dans un premier temps d'essayer d'imaginer qu'on souffle dans une paille et vraiment d'allonger le souffle jusqu'au bout et de vider ses poumons comme ça. Et puis d'essayer aussi de peut-être se mettre dans un endroit un petit peu plus calme si vous avez un petit peu de bruit autour de vous, des choses comme ça. Et bien évidemment travailler sur des visualisations positives. Alors de manière à aider un petit peu les personnes qui nous écoutent à peut-être venir découvrir la sophrologie, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment se déroule une séance ? Alors la séance se déroule en 3 temps. Donc il y a toujours une première partie d'échange où je prends un petit peu
la température, on va dire, de la personne qui vient me voir, pour connaître un petit peu son état émotionnel du moment, voir comment elle se sent, voir comment effectivement je peux l'accompagner sur sa problématique. Ensuite, on a le cœur de la séance, donc j'axe ma séance par rapport à la personne qui vient me voir. Et la dernière partie qui est très 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 importante, c'est également une partie d'échange où justement la personne va me faire un retour sur comment elle a ressenti la séance, comment elle a ressenti les exercices qui ont été faits, ce qu'elle a ressenti dans son corps au niveau des émotions, est-ce que ça a réveillé certaines douleurs, est-ce qu'au contraire ça en a enlevé d'autres, est-ce qu'elle se sent détendue, est-ce qu'elle sent qu'il y a des émotions qui sont apparues pendant la séance, et ça c'est une partie qui est vraiment très importante. Oui, c'est vrai que c'est important aussi de savoir comment notre patient reçoit le travail qu'on est en train de faire, savoir comment il se sent au moment où il sort du cabinet. Et parfois aussi, on peut être amené à donner des conseils pour l'entre-deux rendez-vous. Oui, c'est vrai que ça, c'est... donner des petites techniques effectivement pour entre-deux s'entraîner, parce que l'idée c'est vraiment, dans la sophrologie, c'est que la personne qui vient nous voir devienne autonome. Donc c'est lui donner les clés pour qu'au quotidien, ça devienne un automatisme en fait. Faire des petits exercices et surtout d'essayer, je sais que c'est pas toujours évident, de prendre un temps pour soi. Et un temps pour soi, je le dis souvent, mais on le fait pas. Mais ne serait-ce que être à l'écoute de ses sensations, se dire tiens, comment je me sens là maintenant, quelle émotion me traverse, qu'est-ce que je ressens, tiens j'ai une petite douleur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu provoquer ça. Vraiment être à son écoute, être à l'écoute de son corps, c'est très important. Oui, tout à fait. C'est vrai que le corps, il est là pour nous renseigner sur ce qu'on est en train de vivre. Et c'est vrai que des fois, le corps, c'est un petit peu un vecteur de l'émotion. Donc tout à fait. C'est une clé intéressante en tout cas. Et c'est pour ça aussi que quand on a des symptômes, des fois on est amené à se dévaloriser, à dire mais oh là là, mais mon corps, mais tu me fais du mal. Et il faut pas en fait, parce que le corps il est en train de vous donner une alarme. Et faut au contraire se dire tiens, j'ai mal, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose qui se cache derrière ça. C'est ça, le corps parle. Voilà. En général, il exprime une émotion derrière qui a peut-être pu être réfrénée ou refoulée. Tout à fait. En tout cas, pas exprimée. Alors, on a parlé de l'exercice de la paille. Est-ce que vous avez d'autres exercices qu'on peut faire quand on est en crise d'angoisse? Si vous voulez, je peux vous proposer justement l'exercice de la paille et qu'on le fasse. Qu'on le fasse ici, oui, ça c'est formidable. Si ok. Donc du coup, je vais vous inviter à prendre une inspiration. Non, on va d'abord commencer par vider l'air de nos poumons pour faire de la place avant de prendre une inspiration. Donc on va souffler. On prend une inspiration. Et on va souffler longuement, comme si on soufflait dans une paille. Allez jusqu'au bout. On peut le refaire une deuxième et dernière fois si vous le voulez. On prend une inspiration. Et on va souffler longuement comme dans une paille. Et ça, ce sont des exercices tout simples qui, effectivement, peuvent aider à diminuer l'intensité et la durée des crises d'angoisse. Et même dans le quotidien, quand on a une petite montée de stress, essayer de faire abaisser le rythme cardiaque et la respiration, de réguler tout ça, ça fait du bien. Mais c'est vrai que c'est très agréable parce que là, on n'était pas en crise d'angoisse, peut-être un petit stress de plateau, mais ça fait du bien. On se sent déjà mieux dans le corps. Vous voulez peut-être réagir, les témoins? Oui, je trouve que ça fait du bien de pouvoir poser sa respiration en fait. C'est ça. Quel que soit l'exercice qu'on utilise, ça aide à se recentrer et à se sentir plus sereine, plus apaisée. Exactement. En tout cas, merci pour cet exercice. C'est vrai que c'est vraiment aussi l'un des buts de J'avance, de donner des solutions. Donc là, voilà, les personnes qui nous écoutent repartent avec un petit exercice à faire. Donc super, merci. Je vous en prie. Alors, ensuite, comment on peut gérer une crise d'angoisse sur le lieu de travail?
Alors, déjà, je pense que ce qui serait bien, c'est de s'isoler, parce que dans les entreprises, on est souvent peut-être au milieu d'un open space. Donc ça peut rajouter aussi, accentuer la crise d'angoisse de se retrouver au milieu de ses collègues qui peuvent nous observer, qui peuvent un peu s'agiter. Donc je pense que déjà l'idée de s'isoler dans un endroit calme, ce serait une solution pour pouvoir effectivement faire ces exercices de respiration, sachant que les crises d'angoisse ne durent pas, même si j'entends bien que quand ça arrive, on a l'impression que ça ne va pas s'arrêter, que ça peut être interminable, mais finalement c'est assez court dans le temps, donc déjà ne serait-ce que s'isoler. Et vous donniez tout à l'heure votre solution à vous qui fonctionne, et c'est tant mieux, d'appeler un proche, et voilà, qui peut peut-être vous changer. Je pense que c'est peut-être aussi pour vous changer les idées. Oui, voilà, pas rester seule, enfermée dans ma crise et dans ces pensées intrusives, et avoir comme une petite porte de sortie finalement que m'apporte l'autre personne, en me rappelant par exemple que la crise va finir. Exactement. Ou bien en parlant d'autre chose pour sortir un petit peu de cet espace d'angoisse. C'est focaliser son attention sur autre chose. Donc du coup, la respiration, les exercices de respiration sont bien parce que ça va permettre d'abaisser un petit peu la crise et de la diminuer. Mais ça permet aussi, justement, quand on se concentre sur la respiration, du coup, on est moins dans le mental et on est moins focalisé sur « ça va pas, je vais pas bien, je vais mourir », etc. Oui, c'est une manière d'arrêter ce flot incessant de pensées négatives. Exactement, on se concentre sur autre chose et on détourne son attention, effectivement. En tant que patiente, je trouve aussi le fait de se concentrer sur la voix de quelqu'un, que ce soit une sophrologue qui là nous fait un exercice ou une méditation guidée par exemple, se concentrer sur la voix de quelqu'un d'autre qui nous parle nous aide énormément à nous sortir de cette bulle d'angoisse. C'est vrai que la voix, c'est important. Souvent, les patients me disent « Oh là là, quand vous parlez, parce que c'est pas tout à fait la même voix, la voix de plateau et la voix d'hypnose qui est un peu plus douce, plus lente. Mais c'est vrai, ils me disent il y a une réaction physique à la voix. Tout à fait. C'est très important la voix. Après, c'est très très personnel du coup au niveau des... On n'a pas les mêmes sensibilités au niveau des voix, mais c'est extrêmement important, effectivement. Tout à fait. Et alors une autre question, est-ce que vous avez un petit peu vos expériences, des expériences que vous pourriez partager? Je veux dire par exemple un cheminement que vous avez fait avec un ou une patiente autour de la crise d'angoisse et qui pourrait être un beau témoignage pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, j'ai un témoignage en tête, mais qui est toujours en cours. D'accord. Qui n'est pas encore. Ça peut être anonyme. Qui n'est pas, qui n'est pas encore achevé, justement d'une personne qui voyageait énormément, qui faisait des voyages 2 à 3 fois par an, qui adorait ça, qui adorait prendre l'avion depuis petite, et à un moment donné. Elle n'a pas encore réussi à mettre le doigt sur l'événement déclencheur, mais elle a commencé à avoir des vraies peurs de prendre l'avion. C'est-à-dire que quand elle part en vacances et qu'elle prépare ses vacances, à partir du moment où elle fait la réservation de ses vacances, les crises d'angoisse commencent. Du moment de la réservation jusqu'au moment du départ. Donc on a commencé à essayer de faire un travail justement par rapport à ça, à se préparer de manière positive, si je puis dire, par rapport à l'événement, essayer de moins focaliser sur ce voyage, mais plus sur l'après, ce que ça peut générer comme sensation. C'est-à-dire qu'elle va prendre l'avion, effectivement, ça va peut-être être une période un petit peu compliquée, et je lui donne des petits exercices de respiration, de visualisation positive, c'est-à-dire ce que j'appelle le paysage ressource, c'est une plage à l'autre bout du monde. Donc quand la crise vient dans l'avion, c'est-à-dire d'essayer de se visualiser sur cette plage dans laquelle elle va se diriger en fait. Vous voyez, et c'est de focaliser vraiment sur ce qui l'attend au bout de ce voyage, c'est-à-dire des bons moments, des moments de bien-être et de plaisir en fait. C'est vrai qu'en fait, ce qui est peut-être difficile quand on est en crise aussi, c'est la perception du temps qui est modifiée en fait. Comme vous dites, on a l'impression de mourir, que ça dure une éternité, alors qu'en fait, c'est un point dans le temps. C'est ça, exactement.
pendant le temps qui dure longtemps. Bien sûr, qui Oui, dure longtemps mais quand parce on y qu'il est, bien est- sûr. il est dilaté Bah, dans nous, la on ne se rend pas compte du temps. Et ça s'arrête en fait. C'est... Le temps est distordu. Ah oui, et puis c'est un tunnel. Vincent, vous avez peut-être des réactions par rapport à ce que disait Florence? Oui, effectivement, comme ça a été dit, lors de la crise d'angoisse, on a l'impression d'être seul. Et c'est vrai que une voix, un élément ressource, ça peut être un objet, ça peut être une image, peut vraiment nous aider à sortir de cette solitude, de cet emprisonnement face à cette angoisse qui émerge. Et comme l'a dit Florence, de trouver des éléments, ressources, que chacun, qui est propre à chacun et peut vraiment nous aider à traverser ces moments de difficulté. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc en fait, vous êtes plein de ressources, vous ne pensez pas forcément à les utiliser, mais nous, les thérapeutes, on est là justement pour vous montrer que vous avez en vous déjà des solutions et on est là pour créer des liens aussi avec ces solutions, ce que vous vivez dans le moment présent. Ok, alors maintenant je vais me tourner vers vous, Aïcha. Donc Aïcha, c'est notre deuxième témoin aujourd'hui pour parler de la crise d'angoisse. Alors on va parler... Bonjour Aïcha. Bonjour Chloé. Alors on va parler de votre parcours. Donc comment ont commencé vos crises d'angoisse? Alors moi, c'est plus un événement professionnel pour le coup. C'est un accident de travail. Donc je travaillais dans on va dire, sans nommer le milieu, mais c'était plutôt un milieu bancaire et j'étais donc dans un bunker, que moi j'appelais un bunker. C'est une pièce sécurisée avec une pièce avec des vitres anti-balles. Et moi, l'accident que j'ai eu, c'est que j'ai été trop vite et je suis allée dans la vitre anti-balles. Je me suis cognée dedans. Donc j'étais avec une collègue, bien sûr, et j'allais lui demander quelque chose. Et on avait un espèce de tourniquet. Et je croyais que c'était ouvert. Et en fait, j'ai mis la tête la première dans le tourniquet. Sauf que je me suis pris justement donc, la barre, la vitre anti-balle, dans le nez. Et je suis restée scotchée, à plus pouvoir réagir. Je ne suis pas tombée par terre, mais un gros bleu sur le nez, là sur le menton. J'ai pas cassé mes lunettes parce que vous voyez, j'ai des lunettes. Mais je suis restée scotchée à la vitre avec un espèce de boom, quoi. Voilà, mais sans tomber. Donc ça, et suite à cet accident, dans les 2-3 jours qu'on suivit, crise d'angoisse tous les jours. Mais un peu comme toi, c'est-à-dire plusieurs par jour. Donc, et ça arrivait n'importe quand. Donc je travaille avec l'accueil du public. Je suis dans le commercial. Donc j'ai 900 000 clients par jour. Je suis en salle du public constamment avec de la clientèle, des collègues et une hiérarchie. Voilà un petit peu mon travail. Donc au bout de cet accident de travail, continue à travailler dans cette ambiance-là avec ces crises qui se déclenchent n'importe quand. Là, ça a été très compliqué. Moi, je suis une Parisienne, donc j'avais une vie trépidante, beaucoup de sorties, des horaires un petit peu décalés et une soif de vivre assez énorme. Et ça a tout cassé, ça a tout bloqué à cet accident de travail. Ok. Et alors du coup, pour vous, qu'est-ce qui se passe physiquement quand vous avez une crise d'angoisse? Alors physiquement, moi, c'est les mains moites, c'est la tête qui tourne, c'est les jambes qui tremblent, c'est la respiration, le cœur qui palpite, il ne s'arrête plus. On a l'impression d'avoir une crise cardiaque et j'ai une envie de fuir, de disparaître parce que je sais que je peux mourir à tout moment. Et alors dans mon travail, justement, je n'arrive plus à m'exprimer, c'est-à-dire les mots ne viennent pas comme la phrase devrait découler. Donc c'est assez handicapant. Et en plus, j'ai l'impression que tout le monde le voit. Je deviens peut-être toute rouge. Voilà, on a tout. Hein. Les mains moites, le corps qui tremble. Voilà, c'est comme une crise cardiaque finalement. Et au niveau de vos émotions, de vos pensées Là, c'est le monde qui s'écroule parce que moi, j'avais, avant la crise d'angoisse, j'étais quelqu'un qui avait énormément confiance en moi.
avec du charisme, commercial, donc j'étais quand même assez sûre de moi. Je sortais beaucoup, je voyageais beaucoup, je partais en week-end, en vacances, donc les trains, les RER, le métro, l'avion. J'avais pas forcément de difficultés. Et là, tout est revenu d'un coup. Et les pensées sur le moment même de la crise? Les pensées sur le moment, on se sent nul, on se sent moins que rien, on se dévalorise très vite et on perd confiance en soi en fait. Sur le coup, on n'est plus personne quoi. Et on se sent seul. On se sent seul comme il disait Ce grand Vincent. sentiment de solitude. On est seul et personne ne peut nous aider. D'accord. Et alors justement, comment ont réagi votre entourage, vos proches Ça a été très compliqué. La famille, elle a été soutenante, elle a compris, même si au début elle n'a pas tout compris. L'amour, ça a été catastrophique. Les amis, j'ai perdu des amis. J'en ai gardé quelques-uns. Mais alors, on fait un nettoyage complet de notre environnement. Les gens qui ne comprennent pas et qui ils ne comprennent pas, mais ils ne font pas l'effort non plus. Donc on perd énormément de monde sur le chemin. Et il y a ceux qui s'accrochent, mais là on voit aussi les vrais amis, on voit aussi ceux qui sont capables de nous soutenir, nous donner des conseils. Oui, donc ça invite un peu à... on refait une remise à jour complète, un bilan de vie, parce que j'avais jamais eu de maladie juste avant, j'ai toujours une très belle santé. Donc là, l'accident, moi, ça fait du vide autour, et peut-être une vérité aussi. Et au niveau professionnel, donc quelles sont les conséquences de cette crise? Alors au début, ça a été très compliqué. En fait, mes chefs ont été compréhensifs sur le coup et m'ont permis de ne plus faire la caisse parce que c'était ce bunker où je faisais de la comptabilité et remplissage de distributeurs. Donc on est enfermé. Donc je ne pouvais plus être enfermée avec justement les portes sécurisées où il y a des sas. Parce que directement j'avais une crise. Le public, ça a été douloureux. Alors j'ai eu de temps en temps des arrêts maladie, mais pas réellement beaucoup en l'espace de 3 ans. La médecine du travail n'a pas du tout compris mon problème et j'ai eu une hiérarchie qui a été quand même bienveillante parce qu'elle a tout fait pour au moins m'enlever cette épine, cette partie de comptable. Mais dans le commercial en lui-même, j'ai eu des collègues qui soit pensaient que je rigolais, que je faisais des blagues, qui ne comprenaient vraiment pas ce qui m'arrivait. Et j'ai des collègues qui étaient au contraire à l'écoute en me disant « si tu as un souci, tu t'en vas, tu vas prendre l'air, tu te mets en salle de pause, tu reviens quand tu veux, tu laisses tomber le client, c'est pas grave. » Vraiment, ils ont été très compréhensifs. Mais j'ai bien eu le sentiment qu'il fallait que je me trouve une solution à long terme, de toute façon. Ouais, tout à fait. Je ne pouvais pas rester dans cet état d'esprit au quotidien, c'était trop dur à vivre. Et du coup, ça a modifié un petit peu votre manière de vivre? Alors, la manière de vivre, on se retrouve cloîtré avec son problème. Déjà, le but premier, c'est de garder son travail, d'essayer. Donc, j'ai eu quelques arrêts maladie, mais ça allait encore. J'ai eu la chance de pouvoir m'accrocher. Mais réellement m'accrocher, hein. C'est-à-dire il faut avoir le courage d'y aller tous les jours, de compter les heures et de s'accrocher à ses collègues bienveillants, ceux qui comprennent. J'ai dû quitter mon logement parce que je n'arrivais même plus à être seule. Donc ça a été très compliqué. Je l'ai gardé pendant 8 mois avec la réflexion de me dire, pendant que je me traite avec des spécialistes, est-ce que je garde mon appartement ou pas? Et j'allais dormir le soir, soit chez mon amour, soit chez mes amis, soit dans la famille. Mais je faisais des kilomètres. Enfin, on va dire que je prenais une solution le soir pour me dire comment je fais, parce que je n'arrivais pas à rester seule. Je comprends bien ça. Donc là, c'était compliqué à vivre. Oui, non, mais la solitude, c'est vraiment un des problèmes de la crise d'angoisse. Bon, on va marquer une petite page de publicité. Pour la suite, vous allez voir qu'il y a aussi eu des solutions pour Aïcha, donc on garde un peu de suspense, mais il y a une belle progression dont on va pouvoir parler.
À tout à l'heure. On vous offre un peu de magie et de féerie dans votre journée et on retourne en enfance avec votre émission Disney Forever. Replongez-vous dans les Disney d'antan et écoutez les nouvelles créations tout en découvrant les anecdotes qui se cachent derrière vos héros préférés. Et ça, c'est sur GFM La Radio tous les jeudis de 19h10 à 20h. Eventime, c'est l'émission consacrée aux événements de votre région et alentour. Venez découvrir tous les jeudis de 20h à 21h30 l'événement que nous mettons en avant. Les invités nous présenteront leur événement, l'occasion de savoir ce qu'il se passe près de chez vous. Eventime, une émission qui vous ressemble et qui est faite rien que pour vous. Alors rendez-vous tous les jeudis de 20h à 21h30 sur www.gfmlaradio.com. Vous êtes une entreprise et vous souhaitez communiquer sur GFM La Radio ? Passez dès à présent votre publicité sur votre radio préférée. Nous sommes à l'écoute de vos envies et de vos besoins et vous proposons un service sur mesure. Contactez-nous dès maintenant sur notre site internet gfmlaradio.com. Vous avez raté les émissions de la semaine et vous le regrettez? Nous vous comprenons bien. Mais pas de panique, la session de rattrapage arrive tous les dimanches de 8h à 20h. Connectez-vous sur gfmlaradio.com pour retrouver toutes les émissions de la semaine. C'est tous les dimanches de 8h à 20h. Vous êtes une entreprise, un particulier et vous souhaitez organiser un événement qui marquera les esprits? L'agence Liane Concept est là pour répondre à vos attentes et concevoir l'événement de vos rêves. Contactez-nous dès maintenant au 06 66 94 06 08 ou sur notre site www.lianconcept.com. LYANconcept.com. Hey, votre radio GFM La Radio, disponible sur tous les stores. Connectez-vous, tapez GFM La Radio et profitez bien de votre écoute. Faites grandir la communauté, on compte sur vous. Hello, c'est Claire. Retrouvez-moi dans l'émission live Dancing Show, le premier et dernier dimanche de chaque mois de 16h à 18h sur GFM La Radio, en compagnie de danseurs et de chanteurs qui vous feront vibrer. Vous aimez les jeux vidéo, les séries, le cinéma et l'actu de la geekosphère vous intéresse? Alors posez vos manettes car Geek Attitude est là. Tous les samedis de 15h30 à 17h30 sur GFM La Radio, nous discuterons de notre pop culture adorée. Et n'oubliez pas, jouez plus, geekez plus. Coucou Olivia, qu'est-ce que tu fais le mardi? Mais écoute Yannick, il me semble qu'on est tous les deux sur So Music. Et oui, mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Tellement de choses, des rires, des délires, mais aussi beaucoup de musique. On parle de culture afro-caribéenne. Et ça, c'est tous les mardis sur GFM La Radio. Et à quelle heure déjà? De 19h05 à 21h30. Alors n'oubliez pas, soyez présents tous les mardis de 19h05 à 21h30 sur GFM La Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans J'avance. Donc si vous nous rejoignez à présent, nous sommes dans une émission qui parle un petit peu des difficultés de la vie et des solutions que l'on peut y apporter pour avancer. Nous sommes sur GFM La Radio TV et je suis entourée déjà de Tess. Tess est ronron thérapeute, vous l'aurez compris, c'est un chat. Et c'est mon petit chat avec qui j'exerce mon métier d'hypnothérapeute à Issy-les-Moulineaux. J'ai avec moi deux personnes qui sont là pour témoigner des crises d'angoisse, Aïcha et Sophie Morgan, et également deux thérapeutes, Florence qui est sophrologue et Vincent qui est en ligne depuis la Martinique et qui fait de la gestalt thérapie. Donc on était en train de parler du témoignage d'Aïcha qui nous a expliqué qu'elle avait traversé tout un tas de problèmes professionnels suite à un accident du travail et que ça lui a déclenché la crise d'angoisse. On parlait également des modifications sociales que ça a eu pour elle. Est-ce que vous avez eu des stratégies d'évitement? Oui, j'ai arrêté de sortir avec mes amis. Je refusais les restaurants, les bars, le théâtre, le cinéma. Quand on est enfermé dans une salle dans le noir, voilà. Et les week-ends, du coup. Les week-ends où on peut partir n'importe où parce qu'en fait, quand on est angoissé, après, l'inconnu, ça nous fait peur. On cherche un peu des repères et du coup, partir en vacances, on ne sait où, en week-end, où on prend la voiture, c'est ce que je faisais avant en plus.
Donc du coup, là, on arrête tout. On ne prend plus l'ascenseur, on ne prend plus le métro, on ne prend plus l'avion. Et je suis dans ma voiture, dans les bouchons, la plupart du temps, parce que sur Paris ou en région parisienne, je préfère rester dans ma voiture, même dans un bouchon. Même si c'est dur aussi les bouchons, mais ça va mieux. Mais oui, on a des solutions pour tout. Oui, petit à petit, c'est des pans de vie qui se restreignent. Là, c'est vraiment on s'handicape. Voilà, la phase la plus dure. Mais bon, aujourd'hui, on est là dans J'avance pour parler aussi des solutions. Oui. Donc, on va parler un petit peu là du rebond de comment vous avez progressé et un peu dépassé ces problèmes-là. Donc, quel a été votre parcours thérapeutique ? Alors, au début, j'ai vu tout ce qui s'ensuit, la médecine du travail, le psychiatre, le psychologue, tout ça, ça n'a pas fonctionné. J'ai ma sœur qui m'a proposé d'aller voir une réflexologue. Et là, ça a été vraiment un rendez-vous vital, moi que j'appelle un rendez-vous vital. J'y allais une fois par semaine. Donc c'était beaucoup de budget au début. J'y allais 4 fois par mois. Et en fait, elle rééquilibrait mon cerveau. Parce qu'elle m'a expliqué qu'en fait, c'est de la médecine chinoise, la réflexologue. Donc c'est un massage des pieds. Et là, elle remet tout en ordre. Donc au début, je m'accrochais réellement à ce rendez-vous pour tenir le coup pour mon travail. Donc vraiment, j'y allais avec conviction et bonheur en fait. Parce que réellement, ça m'apaisait, réellement. Donc elle savait où j'en étais grâce à mes pieds. En fait, c'était génial. Vraiment, je sentais... bon, évidemment, c'était pas sur le temps. Ça n'a pas non plus fonctionné pour régler les problèmes. Mais déjà sur le comportement je dirais sur le linéaire, c'était bien. Et après ? Et après, j'ai rencontré un hypnothérapeute via Internet qui était au Canada, qui m'a donné des idées sur l'hypnose, l'EMDR et l'EFT. Et en fait, comme il était au Québec, grâce à ma sœur, une nouvelle fois, j'ai rencontré Chloé de Roy. Voilà. Donc, et je suis Chloé depuis le mois de février. Et là, j'avoue que les crises d'angoisse ont disparu. Voilà, il y a des fois du stress qui monte, mais pour le moment, tout va bien. Mais ça, c'est vrai que ça me fait plaisir aujourd'hui de vous recevoir, Aïcha, parce que c'est un beau témoignage pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, on a parlé un petit peu de tout ce qui est difficile. Mais justement, est-ce que vous pourriez nous dire maintenant vos petites victoires ? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire depuis qu'on a commencé ? Maintenant, j'en suis pas encore à l'ascenseur, évidemment, mais c'est en cours. Mais maintenant, j'arrive à faire mes courses, j'arrive à aller au travail, j'arrive à travailler dans de bonnes circonstances. J'arrive à refaire des sorties avec mes amis. Alors pour une Parisienne, c'est génial. Je peux à nouveau aller à Paris, boire un verre, aller au restaurant. Pour le moment, avec le Covid, on n'a pas encore eu la chance de retourner au théâtre, faire des concerts, ce que j'adore. Mais ça va venir. Et je ne m'empêcherai pas de le faire. Parce que maintenant, j'ai des techniques. Donc moi, c'est plus des techniques de MDR et de FT qui fonctionnent. J'ai réalisé que ça fonctionnait sur moi. L'hypnose aussi un petit peu, pour traiter en profondeur comme tu l'as fait. Mais c'est vrai que les techniques, les points méridiens, tout ça, ça m'aide. Oui, parce que c'est vrai qu'au cabinet, donc, ma fonction principale, c'est hypnothérapeute, mais je fais également de l'EFT, de l'EMDR et de la sexothérapie. En fait, le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc, ça permet en fait, de pouvoir s'adapter aux patients. Et c'est vrai que, par exemple, Aïcha, quand elle a fait sa première séance d'hypnose, elle a vomi. Et c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrivait, mais elle l'avait vécu très fort. Et donc, finalement, le fait de travailler en EMDR, en fait, ça nous a permis, en fait, en EMDR, je peux lui faire des petites sessions, lui faire des pauses et continuer ensuite. Donc, ça lui permettait de vivre les choses plus pas à pas, voilà, par petites séquences, exactement. Et dans le fond, le socle thérapeutique est le même, c'est la forme qui varie. Mais c'est ça l'intérêt de pouvoir proposer différentes formes. Et après, on a utilisé, c'est vrai, l'hypnose ensemble, alors plus sous forme de fichiers, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Oui, les audios qui me rassurent énormément.
En fait, c'est un peu un conditionnement intérieur. C'est que quand je sens que je vais devoir faire quelque chose qui est pour moi difficile, je me mets déjà en condition d'écouter l'audio de Chloé. J'en ai 2. Donc, c'est des sessions de 3 minutes ou 20 minutes. Et en fait, ça me conditionne à me rassurer déjà. Donc déjà, moi, j'arrive à arrêter les pensées limitantes, là, c'est-à-dire les ressassements aussi, tout ce qui est très négatif, parce qu'on peut très vite replonger. Et donc, il y a tout un travail d'audio avec les ondes alpha aussi qui sont très bonnes. C'est les bêtements binauraux. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est... Alors bon, je pensais l'expliquer un peu après, mais je peux l'expliquer maintenant dans le fond. Donc, en fait, c'est des fichiers que je conçois pour mes patients. Donc, en fait, j'utilise des battements binauraux. Je fais un début de séance d'hypnose pour les aider à descendre en état de conscience modifié. Et après, il y a des affirmations. Mais c'est toujours sur mesure. Donc, ça veut dire que j'enregistre un fichier pour chacun de mes patients. Généralement, il y a 5 pages d'affirmations. Donc, c'est très complet. On ne vient pas pour une seule chose. Je demande vraiment à la personne de mettre des affirmations pour régler un petit peu tout ce qui la contrarie dans sa vie. Et l'idée, en fait, c'est de venir déloger les pensées limitantes, effectivement. Parce qu'on a tous, dans notre éducation ou par nos expériences de vie, des espèces de mauvaises pensées qui se sont intégrées et qu'on se répète constamment. Je suis nulle, je ne vais pas y arriver, etc. Et en fait, c'est vrai que même si on fait un travail en cabinet, quelque part, le travail il est ralenti par ces mauvaises phrases qu'on va se répéter. Donc l'idée, c'est d'écouter le fichier 1 à 2 fois par jour pour venir en fait, déloger ces mauvaises pensées et les remplacer par quelque chose de constructif qui va permettre à la personne d'aller exactement où elle veut dans sa vie, tout en respectant ses valeurs, ses croyances, tout ce qui est important pour elle en fait. Donc c'est pour ça que c'est un travail qui peut pas être... Enfin, on trouve en ligne un petit peu... C'est pas conçu exactement comme je le fais, mais au moins des affirmations. C'est un travail un petit peu pour dégrossir, mais pour vraiment que ce soit efficace thérapeutiquement, ça a besoin d'être personnalisé. Donc ça, c'est vrai que c'est une méthode que j'ai mise au point et qui marche en duo avec l'hypnose ou le FT ou le MDR, mais quasiment tous mes patients sont sous fichier et ça permet en fait déjà d'être sécurisé en fait, entre les crises. Ça permet quand on est en détresse, comme l'expliquait Sophie, qu'on a besoin d'appeler quelqu'un, des fois le thérapeute ou les amis ne sont pas disponibles, donc on a le fichier sur soi. Donc ça permet de réagir à la fois sur le moment et aussi sur le long terme. Donc c'est vraiment un élément d'accélération thérapeutique parce que moi j'oublie pas qu'une personne qui vient me voir parce qu'elle fait des crises d'angoisse, en fait elle a envie d'aller bien, mais vite. Alors effectivement en tant que thérapeute, on sait bien que pour vraiment régler les problèmes, on a besoin d'un travail de fond, que ça prend du temps, etc. Mais je prends aussi en compte le besoin de soulagement. Et ce besoin de soulagement, la personne, quand elle a 5-6 crises par jour, elle n'a pas forcément une semaine devant elle. Donc c'est un peu de ça aussi que sont nés les fichiers audio. Alors, et du coup, alors, oui, je vous ai expliqué déjà les techniques qui vont le plus aider. Mais donc aujourd'hui, il y a tout un tas de petites victoires. Et ce que je voulais vous demander, et ça c'est une question que je pose souvent aux patients parce que je la trouve importante, en fait, durant ces expériences, que ce soit le début négatif, les crises d'angoisse, etc., et puis ce début de renaissance, qu'est-ce que vous avez appris sur vous ? En fait, j'ai appris à être plus humble avec moi-même, parce que comme je suis dans un domaine commercial, on nous demande de la compétition, on nous demande toujours d'être meilleur que l'autre. Et en fait, moi j'avais déjà cette conviction même avant, puisqu'on est évidemment élevé dans l'idée d'être toujours meilleur. Et en fin de compte, j'écoutais pas assez mes émotions parce que je sortais beaucoup, je m'épuisais beaucoup. Je pense que l'accident a été révélateur d'un moment où j'étais très fatiguée, je donnais beaucoup pour mon couple. Je donnais beaucoup pour le travail et j'ai des passions comme l'écriture, donc j'écrivais aussi la nuit. Donc j'avais vraiment des paramètres de vie qui n'allaient plus, je m'écoutais plus. Et donc j'ai appris à être plus humble, plus empathique aussi avec les clients, parce que c'est vrai que je voyais toutes sortes de clients. Je l'étais déjà avant un petit peu, mais dans ma personnalité, je pense que je suis encore plus à l'écoute de ceux qui ont des problèmes dans leur vie.
Et puis, on apprend beaucoup aussi sur soi, sur l'amitié, l'amour. Parce que moi, j'ai été obligée de me séparer aussi. J'ai perdu beaucoup d'amis. Et je pense qu'on apprend aussi sur le sens des vraies valeurs, à ce qu'on donne en face et ce qu'on reçoit. Et ça fait mal, mais en même temps, ça ouvre aussi la vérité, quoi. Oui, je pense. Parce qu'effectivement, ces crises, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi une réaction face à un contexte. Et c'est important aussi de se dire, c'est pas parce que je fais des crises d'angoisse que je suis pas sain à l'intérieur de moi. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a un contexte, il y a des émotions. Le tout est à ce moment-là mal géré, mais en fait, en travaillant sur soi, on apprend aussi de quoi on a besoin, quelles sont nos limites, vers quoi aller pour s'épanouir. C'est ça. Et c'est vrai qu'un moment de thérapie, c'est aussi tout ce cheminement-là. C'est ça. Tout à fait. Beau cheminement en tout cas. Oui, oui, vous avez les deux, les deux profils. C'était long, mais... Ouais, c'est super. Je trouve que c'est très encourageant en fait. Oui. Vraiment. Et on a besoin, je pense, de ce message-là, de personnes pour les qui, autres, comme nous, ont trouvé des solutions. Parce que comme tu le disais, on se sent très seul. Dans ces moments de crise, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir et qu'on va rester... Tu disais, je crois, emprisonné, enfermé. Ouais, c'est vraiment cette sensation d'être emprisonné dans sa crise ou dans sa névrose. Et donc c'est important de voir qu'il existe des solutions et des moyens de s'en sortir. Surtout que ça peut arriver à n'importe qui, parce qu'on n'est pas à l'abri que ça arrive en fait. Moi, c'était un accident de travail. Bon, il y a d'autres personnes, c'est par un traumatisme. Et puis moi, j'ai eu une relation aussi toxique, donc il y avait un tout. Entre l'accident de travail et la relation toxique, amoureuse... où je ne m'écoutais pas dans mes besoins. Donc je me sentais enfermée aussi dans la relation, à ne pas pouvoir la diriger aussi de mon propre chef en fait. Donc c'est un tout. Il y a eu un vrai signal d'alarme. Mais là, j'ai pas voulu... D'ailleurs, dans les choses qui m'ont changé, au début, je n'acceptais pas. Et j'étais dans cette idée aussi de ne pas accepter l'échec. Ouais. Donc ce que ça m'a appris, c'est à dépasser cet échec en ne le voyant pas comme un échec, mais plutôt comme un signal d'alarme, de se dire mais ton corps, il ne te suit pas, donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça. Donc on est obligé de passer au-delà de ce que nous, on s'était donné comme sens, comme contrainte. Donc on est obligé de se dépasser. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, dès le début, notre corps était notre meilleur allié. Parce que pendant la crise d'angoisse, on a l'impression que c'est notre pire ennemi qui nous lâche. Et en fait, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que c'était lui qui donnait le signal d'alarme et que depuis le début, il faisait tout pour nous prévenir. Pour nous prévenir si quelque chose n'allait pas et pour qu'on retourne dans notre chemin avec nos besoins et nos limites. Donc ça, c'est vraiment important pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Réconciliez-vous avec le corps. Le corps a quelque chose à vous dire. Et oui, c'est un beau messager. Tout à fait. On a parlé avec le témoignage d'Aïcha du contexte professionnel. Là, il y a eu également un contexte sanitaire. Est-ce que vous, Florence, vous avez eu plus de monde au cabinet dans le cadre de la crise du Covid-19 ? Alors moi, personnellement, non, parce que c'est vrai que c'est une période un peu compliquée où on sait que les besoins sont énormes, vraiment énormes. Après, les gens sont pas forcément dans la démarche de se dire bon, je vais pas bien, effectivement, il est temps que je m'occupe de moi. Donc je pense qu'à un moment donné, ça viendra. Je discutais aussi avec des ostéopathes ou des psys. Voilà, les gens viennent voir presque quand c'est trop tard en fait. Quand ils sont déjà complètement bloqués au niveau des musculaires, etc., qui sont déjà à ne plus dormir, à avoir des grosses insomnies, à devoir prendre des médicaments. Donc c'est vrai que là, on sent qu'on est dans un espèce d'entre-deux. Mais je pense que là, du coup, avec les nouvelles mesures, le déconfinement et puis surtout un peu le ralentissement, voire peut-être, selon certaines entreprises, la fin du télétravail,
Je pense que ça va être très 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 compliqué à gérer pour certaines personnes et pour le coup il va y avoir des grosses demandes d'accompagnement, effectivement. C'est vrai que c'est-à-dire qu'on a eu des personnes qui sont venues, moi en tout cas dans le cadre de l'hypnose, il y a vraiment eu un afflux de patients à ce moment-là. Alors peut-être aussi parce que c'est vrai que en fait, j'ai une petite page Instagram Hypnose Île-de-France où je parle vraiment des sujets que je traite au quotidien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup parlé de ce que pouvaient ressentir les gens pendant le confinement et peut-être que faire de ce confinement-là. Et donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de monde. Mais en même temps, c'est vrai que le fait de retourner à la vie, ça veut dire aussi retourner au travail, l'open space, la hiérarchie, tout ce qui peut être parfois effectivement difficile. Vincent, comment ça s'est passé pour vous en tant que thérapeute, ce moment de Covid et puis le déconfinement ? Oui, effectivement, le moment de Covid a amené cette sensation de solitude. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont poussé la porte du cabinet pour pouvoir retrouver du lien et du contact. C'est vraiment ça que j'aimerais mettre en avant. C'est l'être humain a besoin de se sociabiliser, d'avoir du lien, du contact. Et à travers cette crise sanitaire où on a été confinés pour de bonnes raisons, mais ça a engendré aussi d'autres raisons qui a amené des crises d'angoisse ou des sensations de solitude. Et c'est ce qui a amené pas mal de personnes à pousser la porte du cabinet. Oui, tout à fait. Alors sinon, j'avais une question, parce qu'on a parlé aussi des proches, ceux qui ont assuré et puis ceux qui ont moins assuré. Bon, c'est la vie, c'est vrai que les épisodes de vie, ça nous fait faire un peu, comme vous disiez, une sorte de sélection. Et du coup, j'avais une question. Donc ça, c'est plutôt pour les thérapeutes, mais on pourra vous la poser aussi, parce que c'est peut-être intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Donc, qu'est-ce que vous, Florence, Vincent, vous conseilleriez aux proches des personnes qui subissent des crises d'angoisse ? Moi, ce que je leur conseillerais, c'est surtout de rassurer en fait la personne qui fait la crise d'angoisse, lui dire que c'est temporaire, ça ne dure que quelques minutes et que surtout la personne n'est pas en danger physique. Il y en a une de vous deux, je crois que c'est toi qui parlais tout à l'heure du fait que non, c'est Aïcha qui parlait que tu avais l'impression que tu faisais une crise cardiaque. Et effectivement, c'est le proche, rassurer la personne en lui disant ce n'est pas une crise cardiaque, tu ne vas pas mourir, tu n'es pas en danger physique. Effectivement, c'est difficile, mais c'est sur une courte période et ça va passer. Voilà. Essayer d'être le plus présent possible pour l'accompagner dans ces moments difficiles. Vincent ? Moi, je dirais que ça serait la présence et l'écoute. Vraiment, comme on a pu, comme ça est ressorti précédemment, c'est vraiment cette sensation de solitude. Et lorsqu'un proche est à côté de nous, présent, nous rassure par la voix, peut-être par le toucher, vraiment, cela peut créer déjà un premier lien et amener la personne à sortir petit à petit de cette crise. Donc, ça serait vraiment le conseil des proches et de l'entourage, c'est l'écoute et la présence. Et donc justement, mes deux témoins, Sophie Morgane et Aïcha, est-ce que vous auriez des conseils pour les proches ? Pour ma part, je suis vraiment d'accord avec ce que viennent de dire Florence et Vincent. Rassurer, être présent et écouter, je pense que c'est vraiment les trois mots principaux. Très souvent, j'ai des proches qui, si je peux dire, essayent de jouer au thérapeute en disant « je voudrais t'apporter des outils » et là, je me sens démunie et je culpabilise. Et en fait, non, mais ce n'est pas ton rôle d'être mon thérapeute, donc ne culpabilise pas là-dessus et n'essaye pas de jouer ce rôle-là, mais simplement de s'asseoir avec la personne qui fait une crise d'angoisse, peut-être de lui prendre les mains, juste rester à côté et dire « tu es en crise d'angoisse et c'est juste ça qui se passe et tu ne fais pas une crise cardiaque et tu ne vas pas mourir et je suis là, je reste avec toi, je suis présent et je t'écoute ». En fait, ce sont des choses vraiment simples, mais qui aident énormément pendant qu'on est en train de vivre cette crise. Ouais, c'est ça. C'était un peu ça au début quand j'appelais mes proches au téléphone, dans n'importe quelle situation. Et j'avais la chance aussi d'avoir une amie qui travaillait à SOS Médecins et qui, justement, était à l'écoute et essayait de me disperser, vous voyez, de ma pensée qui me bloquait sur la crise en elle-même. Et cette personne-là arrivait à me détourner de mon attention. Donc, du coup, après, on arrive à s'en séparer de la crise. C'est l'écoute, être là,
et ne pas se sentir abandonné. C'est vraiment le terme de la personne ne fuit pas parce que nous-mêmes on a envie de fuir. Nous on fuit quelque chose qui se passe dans notre corps et le but c'est de ne pas se sentir seul et de ne pas se sentir abandonné. On est accompagné jusqu'au bout. Après quand ça va mieux, bon, on relâche la pression, mais c'est vrai qu'au début on se dit non, ne m'abandonne pas. Et j'étais sur un trottoir, moi, sur la première crise d'angoisse. C'était horrible, c'était juste à côté de mon travail, donc à Issy-les-Moulineaux, dans la rue. Et j'ai une cliente qui est passée à ce moment-là, que je connaissais très bien, qui travaillait à l'hôpital en plus, et qui m'a dit « mais je reste avec toi ». Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc elle ne m'a pas lâchée. Et c'est ça, j'ai toujours dans le cœur, en me disant « elle a été là, elle est restée auprès de moi jusqu'au bout ». Oui, ça nous touche, ces expériences-là. Il y a des amitiés qui meurent, et puis il y en a peut-être d'autres il y en a des très belles maintenant, parce que les gens qui sont vrais, et qui sont sincères, et qui sont, ils sont aimants, ils sont bienveillants. Ça n'a pas de prix par rapport aux autres amis qui parfois étaient juste de passage. Je trouve ça très vrai ce que tu dis sur l'abandon. Parce que pendant qu'on vit une crise d'angoisse, déjà on fuit nous-mêmes, alors si l'autre personne fuit en plus, on ne s'en sort pas. Et on a cette peur d'être abandonné par tout le monde. Et nous-mêmes on se réfugie loin des gens, mais en fait on aurait besoin qu'une personne vienne dans notre petit refuge juste pour s'asseoir et vivre avec nous. Vivre avec nous. Juste nous accompagner, voilà, comme une traversée qui au final ne dure que quelques minutes parfois, mais qu'on a l'impression que ça va durer éternellement. Moi j'ai souvent un ami qui, pendant que je fais une crise d'angoisse, simplement reste avec moi et me dit qu'est-ce que tu ressens, peu importe ce que c'est, exprime-le, on va l'accueillir ensemble. Je pense que c'est une des personnes qui m'aide le mieux pendant que je fais une crise. Encore une fois, c'est tout simple, mais être présent. Oui, et puis quand il vous pose ces questions-là, vous êtes dans le moment présent, donc ça c'est important aussi. Je voulais également rebondir sur quelque chose, quand vous avez dit des phrases rassurantes, c'est des phrases avec nos pas. Le mieux, alors c'est pas facile, c'est un petit exercice grammatical, mais le mieux si on parle à une personne qui fait des crises d'angoisse, c'est d'éviter le ne pas. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un état second, le ne pas, on l'entend pas toujours. Et d'ailleurs, même quand on est dans un bon état, si je vous fais ne pensez pas à un éléphant rose, tout le monde voit l'éléphant rose. Donc, si on est vraiment quelqu'un de très proche, comme un conjoint, un parent, un enfant de la personne, ça peut être un réflexe important à adopter, d'essayer de tourner les phrases en positif, plutôt que de dire « tu ne vas pas mourir, tu vas vivre, tu vas t'en sortir ». Parce que c'est plus simple et ce sont des mots positifs, donc c'est plus efficace. Tout à fait, oui. Puis peut-être la dernière chose que je rajouterais, c'est de ne pas culpabiliser la personne qui est en train de vivre sa crise d'angoisse. Si elle fait ça, ce n'est pas une blague, ce n'est pas fait exprès, ce n'est pas pour embêter l'entourage, c'est quelque chose qu'on subit avant tout. Donc voilà, ne pas culpabiliser la personne, ce qui rajouterait de l'angoisse à... Oui, c'est vrai qu'il y a des phrases maladroites, des fois, dis donc t'es à ton travail, il faut pas que les gens te voient comme ça. C'est la pire chose à faire, effectivement. Tout à fait. Vincent, vous avez quelque chose à nous dire là-dessus ? Oui, effectivement, ça serait revenir sur ce sentiment d'abandon et de solitude. Effectivement, qu'est-ce qui peut traumatiser ou qu'est-ce qui peut engendrer de l'angoisse, c'est d'avoir cette sensation d'être abandonné ou en fait d'être seul. Et c'est d'avoir ça en tête et de voir qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre de nous, de notre présence, de notre soutien, pour pouvoir petit à petit suggérer à l'autre qu'on est présent, qu'on l'abandonne pas et qu'il n'est pas seul, en fait, vraiment. Ouais, tout à fait. Bon, alors du coup, maintenant, Vincent, on va s'adresser à vous. Hein. Donc, merci d'être là. Il est quelle heure chez vous ? Là, il est 5 heures. 5 heures, donc on l'a fait lever tôt. On l'a fait Mais ça avec grand plaisir, en tout cas. Pour une belle cause, en tout cas. Voilà, donc Vincent, il exerce habituellement à Issy-les-Moulineaux et à Paris, mais en ce moment, il est en vacances en Martinique, ou presque en vacances, puisqu'il prend ce moment pour échanger avec nous. Donc tout à l'heure, je vous ai fait définir ce qu'est la Gestalt thérapie. Peut-être pour les personnes qui nous rejoignent actuellement, vous pouvez réexpliquer brièvement. Donc la Gestalt thérapie, c'est vraiment un courant psychothérapeutique, des courants humanistes, où on va vraiment amener la personne petit à petit à prendre conscience et être en lien avec lui-même. En lien avec lui-même, c'est son corps, ses émotions.
et être en lien avec l'environnement pour pouvoir avoir des relations justes et adéquates. Ok. Et alors vous, comment vous avez découvert cette discipline ? J'ai 2 casquettes, je suis également infirmier, mon métier de base, et petit à petit, j'ai été confronté, j'avais cette écoute en fond, mais j'ai été confronté à différentes situations problématiques, souffrant des annonces de maladies, des deuils, et je me trouvais un peu désemparé. Et c'est ce qui m'a amené petit à petit à me tourner vers la psychothérapie et dont la gestalt thérapie. D'accord. Et alors, donc, en quoi la gestalt, elle est intéressante pour les personnes qui souffrent de crises d'angoisse ? Je dirais que toute personne, en soi, on a une fenêtre de tolérance, un seuil haut et un seuil bas. Et lorsqu'on est dans cette fenêtre de tolérance, on a conscience de ce qui nous entoure, on est en harmonie avec soi-même. Et lorsqu'on s'approche du bord haut, c'est là qu'on va aller petit à petit vers le stress et voir lorsqu'on dépasse cette fenêtre, la crise d'angoisse. Et en fait, la gestalt amène petit à petit à prendre conscience de ça. Quelles sont les petites manifestations corporelles, physiques, qui commencent à signifier qu'il y a un stress corporel. Peut-être, comme ça a été dit, les mains moites, le cœur qui bat très vite, le souffle qui s'accélère. Et on va vraiment amener la personne à avoir conscience de ces sensations pour, en amont, voir comment les apaiser, les réguler, avant de dépasser cette fenêtre et d'aller vers une crise. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment se déroule une séance ? Une séance de thérapie en Gestalt, ça dure environ 1 heure, où on parle de comment on vient avec la personne qu'on accompagne, sur l'ici et maintenant, comment on va essayer de l'amener petit à petit à décrire à l'instant présent comment sont ses sensations corporelles, émotionnelles. Et après, petit à petit, on va cadrer un petit peu et amener, déplier, voir qu'est-ce qui fait qu'on a cette sensation aujourd'hui de stress ou de tension, et amener différents regards pour voir comment les traverser. D'accord. Merci pour cette explication. Alors, on va prendre une dernière page de publicité et on se retrouve tout à l'heure dans J'avance pour parler de la crise d'angoisse. On vous offre un peu de magie et de féerie dans votre journée et on retourne en enfance avec votre émission Disney Forever. Replongez-vous dans les Disney d'antan et écoutez les nouvelles créations tout en découvrant les anecdotes qui se cachent derrière vos héros préférés. Et ça, c'est sur GFM La Radio, tous les jeudis de 19h10 à 20h. Eventime, c'est l'émission consacrée aux événements de votre région et alentour. Venez découvrir tous les jeudis de 20h à 21h30 l'événement que nous mettons en avant. Les invités nous présenteront leur événement, l'occasion de savoir ce qu'il se passe près de chez vous. Eventime, une émission qui vous ressemble et qui est faite rien que pour vous. Alors rendez-vous tous les jeudis de 20h à 21h30 sur www.gfmlaradio.com. Vous êtes une entreprise et vous souhaitez communiquer sur GFM La Radio ? Passez dès à présent votre publicité sur votre radio préférée. Nous sommes à l'écoute de vos envies et de vos besoins et vous proposons un service sur mesure. Contactez-nous dès maintenant sur notre site internet gfmlaradio.com. Vous avez raté les émissions de la semaine et vous le regrettez? Nous vous comprenons bien. Mais pas de panique, la session de rattrapage arrive tous les dimanches de 8h à 20h. Connectez-vous sur gfmlaradio.com pour retrouver toutes les émissions de la semaine. C'est tous les dimanches de 8h à 20h. Vous êtes une entreprise, un particulier et vous souhaitez organiser un événement qui marquera les esprits? L'agence Liane Concept est là pour répondre à vos attentes et concevoir l'événement de vos rêves. Contactez-nous dès maintenant au 06 66 94 06 08 ou sur notre site www.lianconcept.com. LYANconcept.com. Hey, votre radio GFM La Radio, disponible sur tous les stores. Connectez-vous, tapez GFM La Radio et profitez bien de votre écoute. Faites grandir la communauté, on compte sur vous. Hello, c'est Claire. Retrouvez-moi dans l'émission live Dancing Show, le premier et dernier dimanche de chaque mois de 16h à 18h sur GFM La Radio, en compagnie de danseurs et de chanteurs qui vous feront vibrer. Vous aimez les jeux vidéo, les séries, le cinéma et l'actu de la geekosphère vous intéresse? Alors posez vos manettes car Geek Attitude est là. Tous les samedis de 15h30 à 17h30 sur GFM La Radio, nous discuterons de notre pop culture adorée.
Et n'oubliez pas, jouez plus, geekez plus. Coucou Olivia, qu'est-ce que tu fais le mardi? Mais écoute Yannick, il me semble qu'on est tous les deux sur So Music. Et oui, mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Tellement de choses, des rires, des délires, mais aussi beaucoup de musique. On parle de culture afro-caribéenne. Et ça, c'est tous les mardis sur GFM La Radio. Et à quelle heure déjà? De 19h05 à 21h30. Alors n'oubliez pas, soyez présents tous les mardis de 19h05 à 21h30 sur GFM La Radio. Alors on se retrouve dans J'avance pour parler de la crise d'angoisse. Alors J'avance en quelques mots pour si vous nous rejoignez à présent. J'avance, c'est une émission qui parle des problèmes de la vie et des solutions qu'on peut y apporter. Je suis entourée pour ce second numéro de J'avance de deux témoins, Aïcha et Sophie Morgan, qui nous ont partagé leurs témoignages autour de la crise d'angoisse et qui aussi répondent, réagissent à nos échanges qu'on a avec les spécialistes. J'ai également à mes côtés Florence qui est sophrologue, elle exerce à Issy-les-Moulineaux. J'ai Vincent qui est en Martinique et qui travaille dans la Gestalt thérapie. Et je suis Chloé, je suis hypnothérapeute, je travaille à Issy-les-Moulineaux. Je suis normalement accompagnée de Tess pour cette émission, mais comme on n'a pas vu Tess, peut-être qu'elle est partie rejoindre Vincent en Martinique. Elle n'a pas tout le bout de l'avion, alors tout est possible. Alors, on reprend nos petits échanges avec Vincent. Donc, Vincent nous parlait de la Gestalt thérapie et de ses bienfaits par rapport à la crise d'angoisse. Il vient de nous expliquer comment se déroule une séance. Et j'avais une question pour vous, Vincent. En fait, avec la Gestalt thérapie, le patient, il est amené à faire la paix avec son corps. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ? Oui, c'est comme on l'a dit tout à l'heure précédemment, ça a été dit, le corps est notre allié. Et à travers nos 5 sens, le corps permet de ressentir différentes sensations. Et la Gestalt va nous permettre de prendre conscience de ces sensations, de les accueillir et petit à petit de voir de quoi elles parlent, ces sensations corporelles. Est-ce qu'elles nous amènent à des choses plutôt agréables ou des choses plutôt désagréables? Et du coup, à l'aide de différents exercices, de différentes choses, voir comment on peut se réajuster, s'ajuster à une situation en fait. C'est vraiment prendre conscience que notre corps nous parle, nous aide et se réconcilier avec celui. Ok. Et donc du coup, on peut également désactiver des peurs. Alors comment on s'y prend ? Je dirais que, pareil, les peurs est une indication à ce qu'il se passe quelque chose en fait. Et donc, de voir si, face à cette situation, la manière plus adéquate de s'ajuster, peut-être de partir, de courir, ou peut-être de se confronter, de faire face à cette situation. Et donc vraiment, la Gestalt va nous permettre d'accueillir la peur, de la regarder et de voir face à cette peur quelle est la situation la plus adéquate en fait, qui nous semble la plus juste. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez aussi nous parler d'expériences qui vous ont particulièrement touché dans le cadre de votre métier ? Une expérience, oui. J'ai en tête une personne que j'accompagne depuis 2 ans, qui, à l'arrivée au cabinet, avait énormément d'angoisse, énormément de stress, et elle avait, comme on dit, coupé ses émotions, coupé ses ressentis corporels, en fait, et émotionnels. Et petit à petit, j'ai le souvenir d'une situation où elle s'est risquée, comme elle a dit, à pouvoir accueillir une émotion et à pouvoir me la partager. Et ça m'a vraiment beaucoup touché de voir que petit à petit, en tout cas, elle a pris conscience de ce qui l'anime, de ce qui la touche et de le partager, vraiment, d'être en lien avec moi, de le partager. C'est vrai qu'on peut avoir aussi des stratégies d'évitement vis-à-vis de ces émotions. Et là, on se coupe énormément d'une bonne partie de la vie. Donc, je comprends que ce moment vous ait touché. C'est beau d'assister à ça. Et donc, vous êtes également infirmier. Donc, c'est quoi le petit plus quand on est infirmier et qu'on fait de la Gestalt thérapie ? C'est de prêter attention. Vraiment, le corps est un allié. De prêter attention à cela, d'avoir cette écoute. L'écoute est à la fois...
verbal, de ce qu'on entend, mais aussi corporel. Et effectivement, de voir quelqu'un qui est replié sur soi, ça peut être une indication. Et donc, on peut se tourner vers cette personne et lui signifier, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je suis là. Et tu peux te confier en sécurité, en toute sécurité, en confiance. Je dirais que vraiment, c'est la complémentarité de ces deux métiers, c'est d'avoir cette écoute plus fine, que ça soit sur ce qu'on entend, sur ce qui est dit, mais aussi sur ce qui est verbalisé corporellement, en fait. Oui, tout à fait. Donc on en revient vraiment au corps. Voilà, ça c'est l'une des grandes conclusions de cette émission. Le corps n'est pas un ennemi, au contraire c'est un allié, un messager. Et on a tout intérêt à faire la paix avec lui parce qu'il est là pour nous faire réagir. Et en fait c'est le meilleur ami de vos émotions quelque part. Alors, on va enchaîner dans une autre partie de l'émission où en fait je demande aux personnes qui sont là, thérapeutes, témoins, de me poser des questions à moi en tant qu'hypnothérapeute pour parler de mon métier et de la crise d'angoisse. Sophie, oui, je vais peut-être un petit peu expliquer brièvement ce qu'est l'hypnose. Je l'ai dit en début d'émission, mais c'est pour les personnes qui nous rejoignent. En gros, en hypnose, on va aller chercher un état de conscience modifié chez la personne. C'est un état de détente qui est assez proche du rêve, où le cerveau est un petit peu malléable. À ce moment-là, on peut enlever des traumas et on peut aussi reparamétrer un petit peu le cerveau. Casser les mauvaises habitudes, orienter les comportements vers des comportements qui nous rendent plus heureux. Il y a souvent un petit peu une inquiétude par rapport à l'hypnose qui est confondue avec l'hypnose de spectacle. Moi, si je demande le numéro de carte de crédit à un patient, il va juste se réveiller et dire « Dis donc, je ne suis pas venue pour ça ». Voilà. Donc, en fait, en hypnose thérapeutique, on a besoin du libre arbitre de la personne. Donc, on ne va pas l'emmener trop loin dans l'abandon. Enfin, il y a une forme d'abandon, mais pas au point d'en perdre ses propres valeurs. Ça, c'est important de le préciser. Voilà, donc Sophie, je crois que vous aviez une question. Oui, tout à fait. Quel est l'effet concret, notamment au niveau du cerveau, de l'hypnose sur l'anxiété, à la fois si on utilise l'hypnose pendant la crise d'angoisse, mais aussi entre deux crises? Okay. Alors, en fait, je l'expliquais, pour travailler en hypnose, je vais déjà induire un état de conscience modifié. Alors ça passe par des exercices de conscience corporelle, c'est ce que j'utilise le plus souvent parce que ça marche sur le plus de personnes, donc c'est là où nos deux métiers, la sophro et l'hypnose, ça se rejoint un petit peu. Et en fait, quand on atteint l'état de conscience modifié, les ondes cérébrales se ralentissent, on passe en onde bêta. Et c'est ce moment qui est propice au changement. Et donc quand on est en crise d'angoisse sur le moment même, ça va aider justement à ralentir donc le cerveau, mais pas seulement en fait. Ça va ralentir le souffle, le rythme cardiaque. Et là vraiment en fait le début de séance, ça se ressemble beaucoup ce que l'on fait. J'expliquais tout à l'heure que des fois en thérapie, on a un socle commun et des formes différentes. Mais en sophrologie et hypnose, et d'ailleurs la sophrologie, en fait, est une discipline qui est parente de l'hypnose. On va justement aller ralentir le souffle, le rythme cardiaque, et je peux programmer des affirmations sur le corps. Et donc ça me sert par exemple quand je vais faire des simulations concrètes pour la personne. J'ai diagnostiqué avec elle dans quel moment ça se produit, quels sont les stimulus, etc. Et je vais provoquer une situation sous hypnose où elle va avoir un début de crise d'angoisse et je vais lui donner des clés. Et les clés, elles sont tant mentales que physiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en hypnose, elle réussit déjà une première fois. Et quand on a déjà réussi une fois, c'est plus facile de réussir une seconde, puis une troisième fois. Et c'est comme ça qu'on va réenclencher un cercle vertueux chez la personne. D'accord, merci beaucoup. Alors ensuite, c'est Vincent qui avait une question. Ah, on vous entend plus, Vincent. C'est mieux? Oui. Ok. Je voulais savoir s'il y avait un nombre prédéfini de séances pour pouvoir accompagner des personnes qui vivent ou subissent des crises d'angoisse avec l'hypnose. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. En fait, toute crise d'angoisse, on l'a vu dans vos récits, mais aussi dans les récits qu'on a entendus sur le micro-trottoir au début de l'émission.
En fait, c'est comme plusieurs pelotes. Les pelotes, ce seraient des problèmes. Donc on a plusieurs pelotes et en fait, ça fait des tas de nœuds. Donc en thérapie, nous, on va venir démêler les nœuds. Alors des fois, il faut prendre une bobine ou plutôt une autre, ça dépend du moment. Mais donc moi, je me suis posé la question, et c'était important par rapport aux patients, de trouver des solutions rapide en fait, parce que on est thérapie brève, mais c'est une étiquette qui est par comparaison avec la psychanalyse. Donc effectivement, on ne travaille pas pendant 10 ans sur la crise d'angoisse, heureusement, parce que c'est dur. Même si un travail sur soi, c'est bien de le faire sur le long terme, mais on a dans les thérapies brèves un petit peu une obligation de résultat rapide. Donc je me suis posé beaucoup de questions. Comment optimiser ça? Et c'est là où j'ai eu cette idée de créer des fichiers audio en complément des séances. Donc pour répondre concrètement, moi j'observe de gros soulagements en 2 à 3 séances plus un fichier audio. Et après, on va plus loin. Et j'explique bien aux patients que le but, c'est de faire qu'ils se sentent mieux avec ces quelques séances, mais de ne pas partir tout de suite. Parce que c'est une erreur que font beaucoup de patients, de se dire « Ah, ça va mieux », puis bon, ça coûte un petit peu... Il y a un budget de travailler sur soi. Mais bon, on met un budget dans ses vêtements, dans sa maison, peut-être que c'est un budget à considérer. Mais réfléchissez-y, que ça ne dure pas 10 ans. Donc c'est vrai que si c'est un peu plus cher à la base, si ça dure moins longtemps, tant mieux. Et puis, vaut mieux soigner des crises d'angoisse dans le présent qu'un cancer 10 années plus tard. Parce qu'un cancer, c'est aussi des émotions refoulées, etc. Donc, la question financière, je comprends qu'elle existe, mais il faut se la poser de la manière la plus judicieuse. Mais en tout cas, en pensant à ça, au besoin d'être soulagé et quand même à la pression financière, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre au point pour réagir rapidement? Et donc, c'est cette combinaison fichier hypnose, fichier EMDR et parfois EFT, qui peut être en complément de l'hypnose et de l'EMDR, ou seul, ça dépend. Mais le fait d'avoir le duo avec le fichier fait qu'on va aller plus vite. Donc pour un petit problème, par exemple, la personne a eu un accident de moto, s'est pris relativement un temps, donc c'est-à-dire s'est pris pas longtemps après. Faut pas laisser traîner des années, parce qu'après, justement, on revit le trauma. On parlait du viol et de cette manière de répéter le viol. Vous avez un trauma, vous sentez bien que là, ça passe pas. Faut essayer d'aller consulter le plus vite possible, parce que plus tôt on le résout, et moins on va y passer de temps. Donc ça, c'est important aussi. Donc disons, pour quelqu'un qui aurait fait un accident de moto et puis qui vient, on va dire, dans le mois, autour de 3 séances, il va mieux. Parce qu'il n'a pas laissé traîner, donc il n'y a pas des associations qui se sont créées. Et avec cette combinaison, on arrive à un résultat plus rapide. Après, quand on a parlé d'Aïcha, c'était plus long parce que ça a duré justement et qu'elle a eu beaucoup d'évictions. Et donc petit à petit, elle se retrouve à devoir reconquérir sa vie, petite étape par petite étape. Donc là, c'est un peu plus long. Mais là encore, on peut toujours... moi, je dis aux patients, je les encourage vraiment à prendre le fichier parce que c'est un accélérateur et ça permet de retravailler tous les points qu'on voit en séance. Donc c'est excellent. Et après, on peut se passer deux semaines, des fois 3 les séances. Ça dépend aussi du temps que vous mettez à assimiler. Parce que en fait, une séance d'hypnose, elle fait du bien sur le moment, mais aussi dans les jours qui viennent. Et je compare souvent le patient à un GPS. Vous savez, le GPS, il a une direction, il voulait y aller. Tout était clair. Et il y a des travaux. Et là, ça patine un peu. Et puis au bout d'un moment, il va recalculer une route et puis ça y est, il repart. Mais c'est un petit peu ce qui se passe avec le cerveau. C'est-à-dire qu'il y avait toutes ces mauvaises habitudes, toutes ces pensées négatives qui sont bien enclenchées. Et là, on lui dit « ça va plus ce système, tu vas changer ». Et il y a un petit temps. Il faut laisser ce temps au cerveau aussi pour assimiler ce qui vient d'être fait. C'est pour ça qu'on ne fait pas une hypnose chaque jour de la semaine. Ça n'aurait pas de sens. Mais on peut écouter le fichier tous les jours. C'est conçu différemment. Aïcha, vous avez une question ? Oui, je voulais savoir si on pouvait réellement guérir à vie de crise d'angoisse, c'est-à-dire ne plus jamais en avoir dans sa vie. Oui, et alors ça, moi je le crois profondément. Donc
là, vous êtes en rémission, mais il y a encore Oui, un petit peu de chemin. Oui. Mais ce qui va être important d'adopter, c'est justement tout ce qu'on a eu comme information. Ces informations sur quelles sont nos limites, quels sont nos besoins. Est-ce que je suis dans un contexte qui m'épanouit finalement voilà, j'étais pas heureuse dans mon entreprise, bah tiens, il y a peut-être autre chose qui m'intéresse. Ah oui, je vais mener une activité de bien-être. Vous voyez, tous ces choix. Ces choix et cette connaissance de soi, plus une sorte de discipline de se dire tiens, je traite mes émotions, parce qu'on les traite avec le thérapeute, mais on apprend aussi des manières de les gérer. C'est ce que disait Florence, notre but c'est d'indépendantiser le patient. Et donc au bout d'un moment, les bons réflexes, les bonnes habitudes s'installent. Et il y a une autre chose qui est vraiment clé pour la réussite. On a parlé de pensée limitante. Moi je dis toujours à mes patients, parce que mes patients quand ils viennent la première fois ils me disent ça va vraiment marcher. Je dis si vous me posez la question, vous n'êtes pas exactement dans la bonne disposition. Bien sûr que ça va marcher. Et en tout cas moi j'abandonnerai pas. Je vous rappellerai, parce que j'envoie des petits messages entre les séances, savoir comment ils vont pour les relancer un petit peu aussi, parce que je sais que quand on est en thérapie, on a ces moments où on a tendance à baisser les bras. Mais une progression, en fait, c'est pas juste ça. En fait, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on progresse, et il y a des petites rechutes, mais on progresse. Pensez à quelqu'un qui a des difficultés en mathématiques, qui prend des cours de mathématiques. Il va peut-être rater un peu de temps en temps, mais globalement, petit à petit, il apprend des choses. Voilà, donc c'est ça aussi, la progression, le travail sur soi. Et il y a une chose très importante à apprendre et qui est une clé dans la vie essentielle, c'est la patience et la bienveillance envers soi-même. Quand on a ces deux atouts-là, eh bien, on se donne les moyens de réussir. Donc oui, on se sort de la crise d'angoisse, tout en adoptant tous ces bons comportements. C'est ça la clé aussi. Merci. Adopter finalement une autre conscience de soi. Oui. Et de ce dont on a besoin, ce qui fait que même si 10 ans plus tard, on se retrouve finalement dans la même situation que 10 ans auparavant, nous, on ne sera plus la même personne. Et du coup, on pourra réagir différemment parce qu'on aura justement en sophrologie, en hypnose, en EMDR, acquis des outils. On pourra réagir autrement. Voilà, et ils font partie de vous après, ces outils, de votre expérience sensorielle, de votre manière de penser. Les petites phrases de mon fichier, elles s'intègrent en vous. Et donc, c'est des ressources. Et justement, on ne peut pas vous dire qu'il n'y aura plus de problèmes dans la vie. La vie, c'est des joies, c'est des problèmes, c'est normal. Et heureusement qu'il y a un petit peu de contraste, parce que c'est ce qui fait la saveur des choses. Mais, en fait, petit à petit, on s'outille. Et c'est ça qui est important, effectivement. Je ne sais pas, Vincent, si vous avez des choses à dire sur cela. Oui, c'est vraiment ça. C'est comment, à travers tous ces outils, on peut faire ce petit pas de côté pour faire différemment et s'ajuster à la situation qui se présente à nous. Vraiment de pouvoir prendre conscience de notre état corporel, de notre état émotionnel. C'est une cartographie de notre monde interne et de voir comment on s'adapte à la situation qui se présente à nous. Et je pense qu'à travers les différentes thérapies qui ont été énoncées aujourd'hui, ben ça permet d'aller piocher dans nos ressources et de voir comment on s'adapte à la situation qui se présente en face de nous. Oui, donc se connaître, se comprendre, s'adapter. Et petit à petit se développer, s'épanouir aussi, parce que moi je dis souvent à mes patients, le but c'est pas que vous retourniez à l'état initial, mais non, c'est d'avoir tellement appris sur vous, et de créer une vie nouvelle en fait, avec des choix qui vont vous amener vraiment vers un épanouissement. Mais pour ça, il faut de la patience. Ça, c'est vraiment une clé importante. Oui, effectivement. Et puis au final, on pourra peut-être devenir notre propre ressource, avec tous les outils justement qu'on aura travaillé et développé grâce aux professionnels. Et pouvoir devenir une ressource pour les autres, c'est votre projet, Sophie Morgane. Super. De partager soi-même les outils qu'on a reçus auparavant pour aider d'autres personnes à notre tour. Voilà. Et ça, c'est vraiment dans cette idée aussi qu'a été créée cette émission. Et donc, je vous remercie aussi de votre contribution à tous. J'espère que les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, vous avez trouvé des solutions aujourd'hui.
on vous encourage à venir rencontrer les thérapeutes. Donc ça va être le moment un petit peu de donner les coordonnées. Donc Florence Seppo-Ebinguet, vous vous trouvez à Issy-les-Moulineaux, sur le 49 rue Victor Cresson. On va avoir votre adresse email qui s'affiche sur un petit bandeau. Donc si vous vous êtes senti en confiance et intéressé par l'approche de Florence, vous pouvez la retrouver via ce contact. Ensuite, nous avons Vincent, donc Vincent qui actuellement était en vacances à la Martinique, mais qui normalement exerce en région Île-de-France, puisqu'il a un cabinet qui est d'ailleurs votre petit voisin de cabinet à Issy-les-Moulineaux, voilà, mais également un cabinet dans le 14e à Paris. Donc vous pouvez voir l'adresse mail de Vincent qui passe ici. Moi, vous pouvez me retrouver sur Hypnose Île-de-France sur Instagram, sur Doctolib sur le nom de Chloé Deroy. Je fais des consultations en Île-de-France, mais aussi de la téléconsultation partout en France, où ça m'est arrivé d'en faire même à l'étranger. Je peux le faire en anglais, ça peut être utile à savoir. Voilà. Et puis, merci à tous vraiment pour votre présence. Merci les témoins. Vous savez, c'est pas facile de venir se livrer et de dire voilà, je vais partager certains des épisodes les plus durs, pas forcément pas forcément ceux dont on est le plus fier, et pourtant justement montrer comment on a appris de ça, comment on a transcendé. Et merci pour votre générosité parce que c'est fabuleux d'avoir des gens comme vous qui ont donné ça aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des personnes qui, derrière leur écran ou devant leur autoradio, là, se disent mais merci Sophie Morgane, merci Aïcha d'être là. Et juste avant de rendre l'antenne, donc, je vais organiser des rencontres avec des personnes qui souffrent de crises d'angoisse. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit message. Donc Florence et Vincent seront amenés, s'ils le souhaitent, à venir également le proposer à leurs patients. Et l'idée, ce serait de faire une rencontre. Déjà tout simplement une rencontre, parler entre nous, un moment de convivialité, puis on écoutera vos besoins aussi, et puis peut-être ça donnera des idées intéressantes de collaboration, sait-on jamais. Mais déjà la première idée, c'est de lutter contre cette solitude et de vous montrer qu'il y a d'autres personnes qui vont traverser ça, qui sont à différentes étapes, et d'avancer ensemble. C'est le but de l'émission. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le mois prochain dans J'avance et nous parlerons cette fois-ci des phobies. À bientôt.